Bonjour, Assalamu marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou. Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Faiza Antribouzar, créatrice de mode. J'ai voulu rencontrer Faiza en voyant une interview d'elle sur YouTube. Sa voix, sa posture, ses dires, son regard, son sourire, sa poigne m'ont tout de suite fascinée. Elle a réussi à travers l'écran de mon téléphone à me transmettre une énergie tellement puissante qu'à la fin de la vidéo, je me suis précipitée sur son réseau social afin de l'inviter à me narrer sa Mashahou. Avec Faiza, nous avons parlé de l'influence des prénoms sur nous-mêmes, de la foi, du féminisme et de l'Algérie. Mashahou. Mashahou. Vas-y, parle. Bonjour, Faiza. Faiza, ah oui, alors je vais sûrement C'est pas Faizia. faire la Parce qu'en Kabylie, c'est Faizia. Voilà. Je sais, à chaque fois j'ai des problèmes. Faiza, depuis ce matin, je suis là. Faiza. Faiza, en fait, en arabe, c'est Faiza. Faiza. Et ben Voilà. voilà. Je peux t'appeler Faiza. Appelle-moi Faiza. Moi, j'aime bien Faiza parce que ça exprime vraiment, parce que quand l'elif a le nabera, normalement. Ok. Alors que tout le monde l'écrit avec l'ia maintenant. Même Oui. partout. Mais le vrai, c'est le faouz, elle Faiza, elle Faiz. D'accord. C'est le Et ça veut dire quoi? C'est gagner. Ah, C'est gagner, et la ok. gagnante, le gagnant. D'accord. Donc, c'est bien de préciser. En plus, l'elif, Ouais. il a une symbolique. Ouais. Vas-y. C'est la verticalité. Ah, ok. Donc, bon, là, il est sur une nabera. Il est un peu. Parce que c'est taxer, Faiza. مكسر. Tu parles pas l'arabe, là. Pas trop. Pas trop. Voire Donc, pas du l'elif, Oui. فوق النابرة, c'est-à-dire fa. Je sais pas si tu as une feuille, je vais t'expliquer. Vas-y. Pour t'expliquer. Donc, c'est fa, Ouais. i, Oui. za, tout. Parce que c'est mu'annath, c'est féminin. Ouais. En masculin, c'est fa, iz. Is. Sans Et tout. le fait de gagner, c'est le Ouais. fawz. Le fawz. Wow. Et le fi'l, le verbe, c'est faza. Faza. Donc, هاد الالف هذه qui on la met comme ça, Ouais. mais l'alif normalement c'est ça. Oui. Et quand c'est a, c'est comme ça, quand c'est ou, c'est comme ça, C'est mais le quand c'est kasra, Oui, en bas. i, c'est فوق النابرة. On appelle ça النابرة. Nabera. Voilà, فوق النابرة. J'apprends l'arabe avec mon fils, Yanis. Ah oui, t'as pas été à l'école algérienne? J'ai été jusqu'à ma première année collège. Ah, En plus, d'accord. c'était à Tizi Ouzou. Ah d'accord. Donc, C'était le terrorisme. C'était le terrorisme. En 95, on est parti. Ah, t'es parti en France. On est parti en France. Ah voilà, non, on est parti en 94. Ouais, Mais donc moi, je suis plus âgée, 95. donc moi, je suis arrivée en terminale quand même. C'est ça. Donc j'ai fait. En plus, on a eu l'année blanche, Eh oui, je sais. nous, en Alors 94. vous avez ce problème en Kabylie, vous n'avez pas eu de prof d'arabe, et dans les régions comme Bouira, non, on n'avait pas de prof de français. Exactement. Donc il y a un vrai problème. Moi j'ai des employés qui étaient Ouais. brillantes à l'école, mais pas de prof de français, donc elles ne maîtrisent pas. Ouais, tu vois. J'étais la gravité de la... Ouais. On ne se rend pas compte, hein. Ouais. Voilà, donc Faiza. Alors, mais tout le monde l'écrit maintenant en Fay. Ah, Ils mettent- Faiza. Parce qu'en Faiza, arabe toi. dialectal, on ne dit pas El Faiza. On n'accentue pas le I. Ouais. On ne dit pas Ali. Oui, On dit on dit Ali. Ali. Ouais. On ne dit pas Ahmed, on dit Ahmed. Ouais. C'est-à-dire que le Elif est absorbé.
quel qu'il soit. Donc la verticalité est absorbée. Ça veut dire plein de choses. Ouais, ça veut dire plein de choses. On est d'accord. Donc battante. Oui, c'est malgré moi. Hein. Je ne sais pas volontaire. Il paraît que les prénoms qu'on nous donne, il y a une symbolique par rapport à... Je pense que oui, ça a une influence, ça, c'est clair, obligatoire. En plus, j'ai un deuxième... Enfin, mon premier prénom, c'est pas Faiza. Mon premier prénom, c'est Hind. C'est-à-dire que je m'appelle Antre Bouzar, Hind Faiza. Mais Hind, dans l'islam, c'était une grande guerrière Quraishi qui était contre Mahomet, mais après, quand elle a été convaincue, est devenue une grande guerrière avec les Quraishi, mais avec la Mecque. Donc, ça explique bien le personnage. Et c'est ça? Tu te retrouves dans ton prénom? Absolument. En fait, moi, là, on a commencé ça. Oui, on a commencé depuis tout à l'heure. Voilà, très bien. En fait, moi, il y a toute une histoire par rapport à ma naissance. Parce que quand ma mère était enceinte, moi, je suis l'aînée. Quand ma mère était enceinte, tu sais comment ça fonctionne en Algérie. On spécule beaucoup sur la forme du ventre des femmes. Oui, c'est vrai. Et moi, il n'y a rien qui n'a pas d'importance. En fait, tout a une importance. C'est mon caractère, je suis comme ça. Et on lui dit, tu vas avoir un garçon, tu vas avoir un garçon. On n'est pas kabyle, on n'est pas chaoui, mais cette importance du garçon en tant qu'aîné est trop importante. T'es l'aîné? Je suis l'aîné. D'accord. Donc on était persuadés que j'allais être un garçon. Donc à la naissance, stupéfaction, parce qu'ils étaient convaincus, vu la forme du ventre de ma mère, il n'y avait pas d'échographie à l'époque. T'as quel âge? Faiza est née en 1976. Et comme je suis nulle en maths? Donc j'ai 43 ans. Je viens d'avoir 43 ans. Et parce que je suis née en décembre. Ah, comme moi. D'accord, le 6. Ah, moi le 25. Voilà. Donc je suis née le 6 décembre 1976 et stupéfaction de tout le monde. C'est une fille. Ah, punaise. Quelle déception. Mon père est abattu. Bon, alhamdoulilah, elle est en bonne santé, la maman se porte bien, mais bon, c'est une fille. Ma grand-mère paternelle, oh là là, une fille. Et après, ma grand-mère maternelle me prend dans ses bras et oh, elle a les yeux clairs, ça passe. Elle est blanche, elle a des yeux... Alors en plus, t'as une couleur Dieu, laisse tomber. Non mais bon, je veux dire, il a fallu que je sois validée grâce à mes yeux ou à cause de mes yeux, je ne sais pas comment il faut le prendre. Et beaucoup de gens me disent, mais tu t'attardes trop sur cette histoire. Sauf que dès que j'ai commencé à parler, j'avais une voix d'homme. À l'âge d'1 an, j'avais un problème de corde vocale. Et je parlais avec une voix d'homme. Donc, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que pendant ces 9 mois où on s'adressait à moi, peut-être directement, indirectement comme un garçon, ça a influencé, moi j'en suis persuadée. Parce que pour moi, il n'y a pas de doute. Il a fallu qu'on m'enlève les végétations à l'âge de 5 ans pour que j'ai une voix qui s'adoucisse un petit peu. Mais jusqu'à aujourd'hui, je reste avec une voix grave. Et souvent, le matin, si jamais on sonne à la porte et que je dis « je colle », on me dit « bah al khair khoya ». Jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on te parlait comment quand tu étais enfant? Alors, enfant, ça s'est bien passé, ça va. Non, j'ai eu une bonne enfance, tranquille, jusqu'à la rentrée des classes. Mon père vient me parler. J'ai été très gâtée, c'est-à-dire que, mis à part cet épisode, on ne m'a pas maltraitée, que ce soit clair. Et on t'a enlevé les végétations avant... À 5 ans. Ah, d'accord. Juste avant d'entrer à l'école, parce qu'ils ne pouvaient pas faire l'intervention avant, parce qu'il faut un minimum d'âge. Et mon père vient me dire, écoute, tu vas rentrer à l'école, j'avais 5 ans et demi, tu vas rentrer à l'école, mais je t'explique. L'école, c'est pour toi. Si tu veux travailler, c'est pour toi. Si tu veux ne pas travailler, tu vas rester à la maison, tu fais le ménage. Tu vas aider ta mère. Et là, je regarde le seau d'eau, là, et je lui dis, jamais. Alors que ma mère adorait les études. Quand je parle comme ça, il ne faut pas dévaloriser les femmes qui font le ménage. Attention, que ça soit clair. Parce que j'ai aucun problème avec le fait de nettoyer ma maison. J'ai pas de problème. Au contraire, c'est tout à leur honneur. Mais je ne voulais pas être limitée à ça. Parce que toutes les femmes de ma famille ont souffert de quelque chose. Si je prends l'exemple de ma mère, elle était brillante en maths. Mais comme mon grand-père était... grand moudjahid, mais il était machiste, qu'on le veuille ou pas, et il ne voulait pas que sa fille aille dans un lycée mixte. Donc le seul lycée qui n'était pas mixte, c'était dans les environs, n'avait pas de classe scientifique, donc elle a été obligée de faire une classe littéraire, alors qu'elle est mathélème, imaginez. Donc elle a son bac, on l'oriente en psycho, ça lui dit pas trop, elle tombe enceinte, voilà. Donc elle ne fera pas d'études supérieures, mais jusqu'à aujourd'hui, elle a 64 ans, elle rêve encore d'architecture. Voilà. Ça c'est l'exemple de ma mère.
Si je prends l'exemple de ma tante, Amti, brillante aussi, les félicitations au lycée Hassiba, elle a son bac, elle veut faire médecine. Sa mère, hors de question, tu vas pas me faire les gardes la nuit. Et Donc elle va faire un DESS en physique. Ma grand-mère paternelle, brillante, certificat d'études, c'était encore l'époque de la France. Non, Fatima Zahra ne peut pas aller au-delà du certificat d'études. Tu rentres à la maison. Tu es une arabe, tu restes à la maison, on va te marier. Et ça, c'est parce que c'est le colonialisme. Ce n'est pas parce que c'est familial. Parce que son père ne voyait pas d'inconvénient qu'elle aille jusqu'au lycée. Hein. C'était pas de problématique. Et j'en passe, sans oublier celle qui s'est mariée parce qu'elle n'avait pas le choix, celle qui se sacrifie. Il y en a plein. Mais leurs histoires, quand elles m'ont été contées, ne sont pas restées des histoires et je n'ai pas été lisse qui sont passées juste comme ça. Je les ai absorbées. Ça m'a nourrie. Et j'en ai fait ce que j'en ai fait, c'est-à-dire qu'il était hors de question que je ne fasse pas d'études. Il était hors de question qu'on me touche ou qu'on me batte. C'était impensable. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. C'est-à-dire que j'en ai fait un peu... Chacun, je pense, dans la vie, a une cause qui le touche. En ce qui me concerne, il y a deux choses qui me parlent vraiment. C'est la cause des femmes, le droit des femmes, c'est-à-dire que je veux que les filles, les petites filles, les jeunes filles, les femmes, aient le droit d'aller à l'école, et le droit d'étudier, et le droit de travailler, de dire ce qu'elles pensent. Si elles ne veulent pas épouser un homme, qu'elles le disent, et qu'on écoute ce qu'elles disent. Elle veut un choix de travail. Quel est le droit d'avoir ce choix? Parce que, vous savez, aujourd'hui, je l'ai constaté, les filles vont à la fac, il n'y a pas de problème. En termes de statistiques, le nombre d'étudiantes est plus important que les garçons. Ça, il n'y a pas de problème. Mais elles, le travail est encore long. Pourquoi? Parce qu'au moment du travail, c'est l'âge du mariage. Et ça commence à devenir conflictuel parce qu'elle doit faire un choix. Ou elle travaille, ou elle se marie. Je ne vois pas pourquoi elle devrait faire un choix. Si le mari accepte qu'elle travaille, il va lui mettre les conditions de comment elle doit travailler. Bien sûr. Quelle heure tu rentres, quelle heure tu sors, etc. Sauf que quand on fait un entretien d'embauche, c'est entre la fille ou la dame et le futur employeur, je veux dire. Donc, je veux pas... Où est la place du mari, hein, d'accord? Donc, il y a encore des problèmes par rapport à ça. Oui, et puis on est encore mineur, hein. Voilà, on est mineur. Et bon, maintenant, on peut se marier sans le wali. À l'âge de 22 ans, bon, ça, c'est un fait. Moi, je suis dans le respect des traditions. C'est-à-dire que si on respecte vraiment la tradition, les parents n'ont pas le droit de refuser à leur fille. C'est-à-dire que si on revient à la source, si le garçon n'a aucun problème, c'est pas un violeur, c'est pas un menteur, c'est pas un tueur, etc. Il n'a pas peut-être le moyen, il porte pas non. Ce n'est pas un argument. Donc, c'est eux qui sont dans le tort. Ce n'est pas la fille qui est en tort. Donc, il faut vraiment bien comprendre. Moi, parfois, on me dit « Sharia », mais comprenez-la bien d'abord, Sharia. Peut-être qu'elle est mieux que ce que vous êtes en train d'appliquer, parfois. Donc, il faut, à mon sens, j'aime bien un proverbe, pas suédois, mais saoudien. Ça n'a rien à voir. Ce sont des pays à loi complètement opposées. Et les filles en Arabie Saoudite disent « La pluie commence par une goutte ». Et quelle est la pire chose pour une maison, si ce n'est la goutte, si ce n'est un problème d'étanchéité. Ça peut détruire une maison. Donc, c'est-à-dire que moi je veux des changements dans la société, mais on le sait très bien que les révolutions radicales n'ont jamais mené réellement à quelque chose de concret et sur le long terme. On voit la Révolution française, ça a duré 10 ans, ensuite ils sont revenus vers une monarchie, etc. C'est-à-dire que moi je suis pour, nous sommes au XXIe siècle, on voit le Hirak, je suis pour une révolution douce. Et d'ailleurs, pour moi, le Hirak est une révolution féminine. Parce que ceux qui ont encouragé ce Hirak, ce sont les jeunes. Et qui a élevé ces jeunes? Qui sont les personnes qui emmenaient ces enfants à l'école et qui les poussaient à étudier? Ce sont les mères. Ce sont les mères. On ne dit pas on dit la nation, qui vient de nativité. El-Umma, min el-Umm. Ibn Khaldoun dit « Man allama shay'un li rajul, allamahu li jil. Man allama shay'un li imra'a, allamahu li qawm. » C'est-à-dire que toute une nation va apprendre grâce à une femme qui va transmettre, qui va avoir le souci de transmettre. Et je pense que ce pacifisme dans cette démarche de Hirak, elle est très féminine. Elle est contre la violence. Parce qu'une femme n'aime pas qu'on tape ses enfants. Et elle ne veut pas que ses enfants tapent, c'est pas possible. Une vraie mère. Et donc c'est
C'est ce que ces femmes ont insufflé à leurs enfants. C'est pour ça que je vois quelque chose de très féminin et de très maternel dans ce hirak actuel. Ouais. Voilà. Ça, c'est ta première cause. Donc ça, c'est ma première cause. La deuxième cause, c'est la jeunesse. Ce n'est pas l'enfance. Les personnes âgées, je les aime beaucoup, mais elles me touchent. Si je peux les aider, je les aiderai. Mais pour moi, surtout en Algérie, malheureusement, nous sommes dans l'hommage permanent des aïeux. Et des pères, et des mères, et des aïeux, et des aînés. C'est très bien, il n'y a pas de problème, il le faut. Cependant, nous avons 70% de la population qui a moins de 30 ans. Cette population qui bouillonne, qui est pleine d'énergie, moi j'ai envie de l'aimer. J'ai envie de lui dire on vous aime, on croit en vous, on peut vous aider. De quoi avez-vous besoin? Il y a quelques jours, j'ai intervenu à Wikistage, j'ai été invitée par l'école polytechnique. J'ai invité quelques amis qui étaient mes invités. Ils m'ont dit mais c'est quoi ça? Mais stupéfaction positive, hein. Bien sûr. Mais une organisation exemplaire, un sérieux, un suivi, un accueil. Mais j'ai été reçue à d'autres organismes, Wallahi al-Adim, c'était exceptionnel. Et à chaque fois qu'ils me demanderont de l'aide, la moyenne d'âge est de 22 ans. Ils sont exceptionnels. Donc il faut vraiment arrêter franchement, déjà, arrêter de leur casser... je veux dire, les embêter, leur casser la tête, c'est-à-dire vraiment le mot, hein, les embêter en permanence et leur dire on croit en vous. Même si vous vous trompez, mais allez, qui ne se trompe pas? On apprend tous. Mais on est là, on vous écoute d'abord. Vous avez une vision. Moi, j'ai des filles, j'ai 2 adolescentes. L'aînée a bientôt 17 ans, la cadette a bientôt 14 ans. Quand elles me parlent de la planète, j'ai honte. Quand elles me parlent d'environnement, quand elles me parlent de leur vision du féminisme, je me tais. Pas le même. Non, je me tais, j'apprends. C'est elles qui m'apprennent comment fonctionnent les réseaux sociaux. Donc il faut être à l'écoute. Il n'y a pas de mal d'écouter la jeunesse, d'apprendre de la jeunesse. Moi, je leur apporte mon expérience, mais je ne suis pas née après 2000. Hein. C'est pas mon époque, que je le veuille ou pas. Moi, je suis baby boomer, donc algérien, pas des années 50. Mais je suis dans une génération qui a connu l'avant-Internet, qui a vu la naissance d'Internet et qui est dans Internet. Donc ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est né dans Internet. Donc il faut écouter la jeunesse. Il faut être à leur attention et les accompagner, arrêter de leur casser la tête, quoi, les embêter. Il faut les écouter. Il faut les écouter, les motiver. Les motiver, les encourager, les soutenir, leur donner les moyens. Et être indulgent avec eux. Même s'ils se trompent, ils se trompent, ils apprennent. Qui ne s'est pas trompé? Je pense que tous les peuples ont eu des moments où ils ont fait des essais, ils se sont trompés, ils ont recommencé, etc. Il faut les laisser. Je suis désolée. Moi, je suis très fière de la révolution algérienne. J'ai un grand-père qui était dans la révolution algérienne. Je connais les souffrances de cette révolution. Mais il ne faut pas rester figé. C'est-à-dire qu'il faut regarder vers le passé, comme disait Churchill, c'est clair. Mais il ne faut pas être figé et ne regarder que derrière. Dans une voiture, le rétroviseur est plus petit que le pare-brise. C'est pas pour rien. On a 3 rétroviseurs, ils sont tout petits. Mais le pare-brise est immense. Donc il faut regarder devant, sinon on fait un accident si on regarde trop derrière. Il y a un problème. Donc voilà, ce sont vraiment 2 causes qui me parlent. Et dans ces causes, il y a plein de sous-causes, bien évidemment. Il y a des sous-titres, c'est-à-dire que le patrimoine, la culture, la jeunesse doit prendre conscience de son patrimoine culturel, doit prendre conscience de sa culture. Qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que l'identité? Et ne pas nier des parties de cette identité. Ne pas être contre la mazérité, ne pas être contre l'arabité, ne pas être contre la francophonie. Il y a beaucoup de choses. L'africanité. Bon, ça c'est clair. Non, on parlait de langue. Je parle de langue d'abord. L'africanité, c'est encore un scandale, à mon sens. Parce qu'il y a des personnes qui oublient qu'ils sont africains, alors qu'on est au nord de l'Afrique, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, à la limite, parler de langues qui sont venues d'ailleurs, à la limite, c'est encore plus dur. Mais là, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a appelé l'Afrique du Nord, Ifriqiya, ne sachant pas qu'il y avait tout un continent. C'est-à-dire que c'est parti de là. C'est-à-dire que nous sommes la porte de l'Afrique. C'est-à-dire civilisationnellement, pardon. Et on veut nier cette africanité. Et je trouve ça très grave. Mais c'est tellement grave que nous sommes des ignorants. Et je me mets dans le lot, hein, parce qu'on ne connaît pas l'Afrique. Il a fallu que je traverse l'Atlantique en 2017. C'est tellement loin pour moi. En 2017, il a fallu que je traverse l'Atlantique grâce à une organisation américaine, d'accord, pour que je rencontre mes sœurs du Sénégal, du Togo, du Rwanda,
de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de l'Éthiopie. Je me sentais en toute sincérité nulle. Je me sentais ignorante, en toute sincérité. C'est-à-dire que même si je suis dans une démarche de connaissance, mais malgré soi, on regarde trop vers le nord. On regarde trop vers la Méditerranée, l'Occident, l'Amérique du Nord et l'Orient. On est très orientalisé, très francisé, européen et américain aussi. Mais l'Afrique, on l'oublie. Je vois même parfois des conférences de personnes qui disent « Oui, si nous prenons telle référence, mais on omet même de citer l'Afrique. » Il y a un problème. On était d'ailleurs avec mes amis de la région MENA, parce que les Américains nous avaient partagé en zone. Et on était de la région MENA et on était dans un Uber. Et ils nous entendaient parler en français, parce qu'il y avait une Marocaine, une Tunisienne et moi, lors de ce voyage, dans ce taxi. Il nous a dit « Vous êtes d'où ?» On lui a dit « Guess, allez. Essayez de deviner. » À aucun moment, il n'a cité l'Afrique. Bien sûr. Il a tout cité. Il a cité le Québec. On était à Los Angeles. Belgique. Il a cité tous les pays francophones d'Europe. Il a cité même l'Europe de l'Est, la Roumanie. Il est même parti jusqu'en Australie, Nouvelle-Zélande. C'est comme si que l'Afrique n'existait pas. C'est quand même dramatique. Et aujourd'hui, nous avons, je pense, un rôle, nous, Africains, de nous réapproprier notre histoire pour que les autres pays qui nous ont colonisés, il faut être clair, bien sûr. Il y a eu colonisation violente. Bien sûr. Aujourd'hui, on se plaint de certains mots, MAUX, de notre société, mais il faut revenir à la source. Quelle que soit la démarche scientifique ou spirituelle, il y a toujours un pourquoi. Si le prophète a eu le wahi, c'est qu'il s'est posé la question pourquoi pendant 3 ans à Hira. Sidna Ibrahim, pareil. Pourquoi son père avait des statues, c'était le pourquoi. Donc la source de tout, c'est quand même le pourquoi, c'est quand même le questionnement. C'est la genèse. Voilà, exactement. Et donc, si nous sommes comme ça aujourd'hui, je ne veux pas dire, et beaucoup vont tomber dessus, vont me dire oui, encore, tu te victimises. Non, il ne s'agit pas de se victimiser. Il s'agit de comprendre sur le plan anthropologique. Pourquoi est-ce que l'Algérien, on dit que l'Algérien a le sang chaud, on dit que l'Algérien est agressif, on dit que l'Algérien, à un moment il y a eu shihna, il y a eu joie. Pourquoi ce joie? Pourquoi? Quand on affame un peuple pendant plus de 100 ans, et des gens me disent non, il n'a jamais été affamé. Non, je suis désolée, il a été affamé. D'accord? Donc quand on l'affame, il a faim. C'est son ventre qui a faim, ça n'a pas une faim spirituelle ou intellectuelle. On attend quoi? C'est le premier besoin de l'homme. C'est-à-dire qu'on n'a que 57 ans d'existence. C'est un bébé, ce pays. Sans oublier cette décennie noire. Sans oublier cette ère que nous avons vécue très difficile, de l'ère Bouteflika. Il faut dire ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous voulez attendre? Il faut patienter. Il faut être courageux. La France n'est pas sortie du jour au lendemain. Il a fallu 7 ans, voire 8 ans même de résistance. Et nous sommes toujours, d'une certaine façon, sous colonie, parce que nous ne sommes pas libres et indépendants, nous ne raisonnons pas, nous ne savons pas débattre, nous devons apprendre pour se réapproprier l'espace public. À mon avis, moi je ne suis ni politicienne, ni experte, ni rien, mais puisqu'on n'est pas habitué à débattre, on n'est pas habitué à être confronté à une personne qui est à l'opposé de nos idées sans se battre, on doit apprendre. On doit apprendre. Et je pense que c'est dans nos gènes, c'est-à-dire que si on revient à nos origines numides, quand même, nous étions une civilisation. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous faire croire pendant des siècles que nous sommes des bougnoules et qu'on n'a rien dans notre tête, mais il faut revenir à la source. Quand on voit Carthage, qui est la première république de tous les temps, Carthage, les Numides étaient parfois frères, parfois ennemis. Donc ça veut dire que pour être frère ou ennemi, il faut être au même niveau. Donc, sauf que nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne la valorisons pas. Quand vous allez aux ruines romaines, moi je pleure. Quand on va au tombeau, qu'on dit chrétienne, elle n'était pas chrétienne, mais quand on va au tombeau de Mauritanie, on pleure. Sans oublier tous les sites qui sont extraordinaires, mais laissés à l'abandon. C'est marrant parce que la dernière fois, je lisais un article et il disait les 3 plus vieux peuples du monde, en fait, c'est les aborigènes, et après, il y a les berbères, donc nous, et après, il y a ceux d'Amazonie. D'Amazonie, exactement, c'est ce que j'allais dire. Les Amérindiens, c'est-à-dire toute l'Amérique, en fait. Et du coup, voilà, c'était juste... Donc, mais même en termes, ça c'est en termes de, c'est-à-dire sur le plan ethnologique, mais si on parle sur le plan de la civilisation, c'est-à-dire on ne sait pas aujourd'hui que les rois numides étaient des rois qui étaient stratèges, qui avaient une culture, mais
pourquoi est-ce qu'on a détruit tout ça? Il faut se poser encore une fois cette question. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire croire? Moi, quand je suis partie étudier en France, c'était pendant les années 90, et c'était à Nice, et on était traités de terroristes, tout le temps. Même avec tes yeux verts? Oui, mais on traite, c'est-à-dire, moi, quand on dit on ne s'adresse pas à moi, mais on parle de mon pays ou de mon les peuple. Algériens, les Algériens étaient sûr. des terroristes, étaient des ignorants, étaient des fanatiques, etc. Et ça me désole. Et à partir de ce moment-là, grâce encore une fois à cette genèse, comme tu dis, au questionnement, c'est le pourquoi. Parce que moi, ce que j'écoutais, c'était pas l'islam que je connaissais. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec des grands-mères dont le but ultime était l'aide, l'entraide, était la générosité. C'était ça le message passé. On m'a jamais parlé de terreur. On me parlait d'amour et d'amour du prochain et du devoir d'aimer son prochain. C'était très fort. C'est-à-dire ne jamais être prétentieux, ne jamais utiliser ses privilèges, aider son prochain. S'il y a un passant qui n'a pas d'eau, tu dois lui donner à manger, à boire. Bref, c'était pas du tout ce que... Donc, je me suis dit, il y a un problème là. Il y a vraiment une contradiction entre ce que j'ai connu et ce qui est dit aujourd'hui en Occident. Donc, je dois faire mes recherches. Et là, j'ai commencé une recherche. À l'âge de 19 ans à peu près, j'ai commencé à bouquiner un petit peu, à chercher à comprendre. Et j'ai découvert ce que j'appelle, moi, l'époque des Lumières musulmanes, telles que Ibn Rushd, telles que Ibn Arabi, Ibn Sina, etc. Et j'ai commencé à comprendre que quand même, il y avait une civilisation, sauf que, comme toutes les civilisations, elle tombe à un moment. Toutes les civilisations, il n'y en a pas une qui est restée. Donc, à nous, aujourd'hui, arabo-musulmans, parce que Ibn Sina n'était pas arabe, Salah ad-Din al-Ayyubi était kurde, il n'était pas arabe, voilà, Jalal ad-Din Rumi n'était pas arabe. Donc moi, j'aime bien parler de monde arabo-musulman et qu'est-ce qu'ils ont apporté à la connaissance universelle. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui revenir à cette ère? Qu'est-ce qui nous en empêche? À mon sens, c'est beaucoup d'humilité, c'est-à-dire se remettre en question, se dire qu'est-ce qui ne va pas. On devrait se remettre en question tous comme on est, c'est-à-dire de manière générale, globale, sociétale et individuellement. C'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi, pourquoi est-ce que je suis agressive, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, parfois on ne supporte pas une chose et au fond de nous il y a une agressivité, il y a une colère. Pourquoi est-ce que j'ai autant de colère? Donc il y a une introspection à faire. Des pays où l'islam est religion d'État. Il faut réfléchir. Et Abouab al-Ijtihad ont été fermés il y a 7 siècles, peut-être qu'il serait temps de les réouvrir. Voilà, à mon avis. Quelle est la place du doute dans ta vie? Elle est primordiale. À mon sens, si on a un cerveau, si on ne doute pas, il n'y a pas de réflexion dans tout. Même concernant Dieu, c'est-à-dire que moi j'ai vécu la période du terrorisme, et moi je pense que celui qui dit qu'il ne doute pas est menteur, parce que c'est du doute que naît une réflexion, et que je suis convaincue par la suite de ce que je dis. Aujourd'hui, quand je dis que je crois en Dieu, même il m'arrive parfois de me dire mais pourquoi? Mais le doute est là. C'est comme disait Descartes, je doute de tout. Il y a une seule chose dont je ne doute pas, c'est que je doute. Donc voilà. Et j'aime bien le pari de Pascal aussi, qui dit voilà, je fais le pari de croire en Dieu parce que si je crois en lui, tant mieux. Et si je ne crois pas en lui, il n'existe pas. Et voilà, il n'existe pas. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, voilà. Mais c'est-à-dire qu'il y a une réflexion. Et je pense que si Dieu nous a dotés d'un cerveau et d'une intelligence, elle doit travailler. Si elle est endormie, ça pose problème. Et je pense qu'on a voulu nous endormir un certain temps pour nous faire passer des messages et nous faire croire à des choses. Et ça, c'est problématique. Mais le doute fait partie. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, justement, était dans le doute. Il a douté, il a fait lui-même. Je vais dire une chose peut-être qui va choquer beaucoup, mais le prophète a fait un hirak à Quraysh. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il n'a pas accepté l'ordre établi. Il a dit, je ne veux plus qu'on enterre les filles vivantes. Je ne veux plus qu'on torture. Je ne veux plus qu'il y ait des privilèges et qu'il y ait des pauvres. Il a fait un hirak, c'est clair. Il est parti à Médine, il a demandé de l'aide et il est revenu pour se battre. Mais pour arriver à ça, il était dans le doute. Il était dans le questionnement. Donc c'est ma façon de voir les choses. Le doute, je l'apporte à ma façon. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Je ne veux pas forcément, je veux m'inspirer de toutes les cultures, mais je ne veux pas être formaté, conditionné. Ça c'est clair, mais je ne veux pas avoir comme référence telle école.
Oui. Pourquoi pas ne pas créer notre propre école aujourd'hui en tant qu'Algérien? Parce que être Algérien, c'est particulier, je suis désolée. Oui, oui. Donc être Algérien, c'est déjà la croisée des chemins entre l'Orient, l'Occident, l'Afrique, la Méditerranée. Nous avons une civilisation antique, une civilisation sur le plan anthropologique qui date de plus de 10 000 ans. On ne peut pas être comme tous les autres, je suis désolée. Nous ne sommes Pluriel pas et millénaire. Nous ne sommes pas comme les Égyptiens. Nous avons beaucoup de similitudes avec les Égyptiens parce qu'ils ont une culture antique très très forte. Et je trouve que c'est un bon exemple, c'est une bonne inspiration l'Égypte. Parce qu'ils ont réussi d'une certaine façon à concilier Al-Azhar et les pharaons, alors que ça n'a rien à voir. Ils ont quand même l'école de l'Azhar, mais en même temps, ils sont fiers de leur héritage pharaonien. Donc pourquoi on ne peut pas faire la même chose, mais à notre sauce, avec nos ingrédients. Notre tchekchouka, notre notre ras el-hanout, notre ras el-hanout, notre tchekchouka, notre stetha, on l'appelle comme on veut, mais que ce soit notre école de pensée. Moi, parce que je ne me suis jamais vraiment retrouvée ni chez les Égyptiens, ni chez les Occidentaux, ni chez les Américains. Il y avait quelque chose qui me manquait. Les Africains, pareil, si je lis certains Africains, il y a quelque chose qui me manque. Et du coup, dans cette école-là, tu mettrais quoi comme valeur? Tu mettrais quoi comme devise? La fédération. Se fédérer. Voilà. Pour moi, par exemple, par rapport aux traditions, il y a quelque temps, j'ai été à Meliana, qui est la ville de mes ancêtres. Meliana, c'est une ville très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est à mi-chemin entre le centre, c'est-à-dire Alger et ses environs, et l'ouest. Oran, Tlemcen, Mostaganem et Alger, c'est pas vraiment la même tradition, ni culinaire, ni vestimentaire. Ni la façon de parler. Sauf que Meliana est au milieu de tout ça. C'est ça qui était intéressant. Je me suis dit, je suis issue de cette ville, c'est-à-dire à l'origine, parce que je n'ai pas grandi là-bas, mais je commence à apprendre. Pourquoi aujourd'hui, moi je suis une Algérienne d'abord, ensuite je parlerai des origines de mon père et de ma mère. Pourquoi se cantonner à sa région? Ça commence vraiment à m'agacer, ces histoires de régionalisme. Mais à un point presque violent. Vas-y, voilà. Lâche-toi. Voilà, j'ai envie qu'on crée des traditions algériennes, par exemple. D'accord. On commence aujourd'hui, comme il y a des traditions, comme le couscous kabyle et avec les légumes, le couscous à Alger et avec le qarfa et le left, eh ben, ça a été créé par des gens à une période précise, à un temps T. Aujourd'hui, en 2020, pourquoi on ne peut pas créer de nouvelles traditions algériennes? Un exemple. On va prendre un repas. Un exemple. Je vais prendre le repas. La charba, ça va être la charba de Constantine. On va commencer par le djari. Après, on va mettre le bourek. Bon, le bourek, il est aussi à l'est, mais sa tradition, c'est quand même Alger. Ensuite, en plat de résistance, pourquoi ne pas mettre le mhammar de l'ouest? Les salades, pourquoi pas faire la hmis kabyle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans un même repas, ce sera un repas algérien. Personne ne pourra me dire il est de telle région. Parce que nos repas algériens, Allah yabarak, sont riches. Donc on peut mettre des petites kemiettes de différentes régions. On peut mettre donc l'entrée, on peut mettre des salades, on peut mettre un dessert qui est de l'est ou de l'ouest. On peut mettre un plat à sahar qui est à Sahara. Ça, c'est dans un plat. Ça, c'est lors d'un dîner. Si on peut commencer à raisonner de la sorte, ça serait quand même pas mal. Parce que j'ai quand même plus de 2 millions de kilomètres carrés de pays. Pourquoi je vais me cantonner à ma wilaya d'Alger? C'est quand même me restreindre. J'ai pas envie. Alors, j'aime bien dire une phrase. La phrase dont tu m'as parlé, c'est fédérer. Mais j'ai une autre phrase que je dirais dans toutes les régions. C'est-à-dire que si je vais à Ghardaya, je vais dire... أنا من غردايا بصح أنا ماشي من غردايا. On va me dire mais j'ai pas compris. Je vais dire أنا من غردايا بصح ماشي من غردايا. ما فهمتش. En fait, Ghardaya est à moi parce que je suis algérienne, même si je ne suis pas née ou j'ai grandi ou j'ai des origines de filiation de cette ville, mais elle est à moi. Tizi, pareil. Taraf, pareil. Maghniya. Mais dans quelle langue tu vas? Par exemple, tu vois, là, par exemple, cette phrase-là, si tu vas voir ma grand-mère ou certaines de mes cousines... Moi, je ne parle pas le kabyle. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Elle parle quelle langue? Elle parle que le kabyle. Le kabyle. Alors, mes grands-mères parlent que le kabyle. Après, mes cousines et tout parlent le kabyle, parlent un peu l'arabe, parlent le français. Ça, c'est un cheminement. On va oui, pas, c'est ça. ça. Pas du jour au lendemain, il est clair. Déjà, il faut le faire accepter. Déjà. C'est une idée. Moi, c'est une idée. Bien sûr. Donc, faire accepter déjà l'idée. Ce sera un cheminement. Entre-temps, aujourd'hui, déjà, il y a la reconnaissance de la mazérité en Algérie. C'est la deuxième année qu'on fête Yannaïr.
Sachant que dans ma famille, on fêtait l'Adjouza. Oui, c'est ça. Sauf que les gens ne savaient pas quel était le sens de cette Adjouza. Ouais. Donc, on est en train de créer une fédération, qu'on le veuille pas, mais ça prend du temps. Bien sûr. Déjà, il y a une connaissance. Ensuite, il faut accepter. Ensuite, il faut faire accepter. Si moi, j'accepte autrui et que je lui montre que je l'accepte, il y a plus de facilité qu'il m'accepte. Mais si je suis hostile envers lui dès le départ, lui aussi sera hostile. Donc, si on attend toujours que les autres fassent le premier pas, rien ne se fera. Comme disait Gandhi, je suis le changement. Si je veux le changement, je dois être le changement. Donc je commence par moi-même. Si moi, par exemple, je n'ai aucun problème avec la mazérité, mais vraiment aucun problème. Si mes filles devaient l'apprendre à l'école, je n'ai aucun problème. Comme en Kabylie, les gens apprennent l'arabe. Donc il y aura quand même un échange, une compréhension. Au contraire, sans parler du français, qui est un butin de guerre, comme disait Kateb Yassine. Je suis désolée de le dire, mais les impôts jusqu'à aujourd'hui, c'est en français. La médecine, c'est encore en français. Il ne faut pas en faire un drame. Il ne faut pas que ça devienne l'arme du colon. Il faut couper ça. Bien sûr. Les Américains ont créé une langue qui est l'anglais américain, qui est plus parlé que l'anglais british. Bien sûr. Et ils ne font pas partie du Commonwealth. Ils ne font pas partie de cette culture anglaise, british. Donc on peut faire pareil. Nous, on ne fait pas partie de la francophonie. Et bien, c'est pas grave. On crée notre propre francophonie. On peut créer le français algérien, et qui existe déjà. Il existe, c'est ça. La preuve, combien de mots arabes sont utilisés en France aujourd'hui? C'est un truc hallucinant. Bien sûr. C'est-à-dire de l'arabe classique, mais de l'arabe algérien. Le wesh, il est propre à l'Algérie, mais tout le monde le dit. Le hiss, le seum, voilà, le truc, c'est un truc de dingue. Nous, on ne les utilise pas. Donc, regardez, c'est vivant, une langue est vivante. Nous, par exemple, le mot taxieur n'existe pas en France. Mais ça y est. Mais maintenant, grâce à l'Algérie, il existe dans le dictionnaire et l'Académie l'a accepté. Donc, il ne faut pas être figé. C'est-à-dire que nous, on est en 2020. On a été colonisé un siècle et 32 ans, c'est un fait. Nous avons subi des tortures, des violences innommables, c'est un fait. On ne doit pas l'oublier. Mais on peut avancer, on peut pardonner. On doit. On doit. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, on considère, toi et moi, on le sait. Mais c'est-à-dire que les autres, il faut qu'ils comprennent qu'on peut, que c'est faisable, qu'on peut se réconcilier. D'accord, c'est faisable. C'est-à-dire que ce qu'a fait le régime anglais à l'Amérique, c'est-à-dire pendant la colonisation anglaise, aujourd'hui, ce sont des pays amis. D'accord. Et il faut savoir qu'il y a des réconciliations possibles. Il faut faire l'effort. C'est pas un maktouf al-aidi, comme on dit, en se croisant les bras, et il va y avoir des miracles. Ça n'existe pas. Il faut de l'humilité. À mon sens, il faut beaucoup d'humilité. Il faut que j'aime les autres. Il faut s'aimer. Il faut apprécier les qualités. Je vais en Kabylie, je vais apprécier les qualités de la Kabylie. Je vais à Sétif, je vais apprécier les qualités des Sétifiens. Mais en même temps, puisque je suis algérienne, je m'octroie le droit de critiquer aussi. Exactement. Et c'est ça qui est constructif. Je suis désolée. Il y a des régions qui ont telle qualité, mais qui ont tel défaut. Toutes les régions, bien sûr. Telle région a cette qualité, telle région a ce défaut. Mais la force, c'est quoi? C'est de se compléter. Si on est humble et que je me dis, moi, dans ma région, on a telle et telle qualité, on a tel et tel défaut, vous avez telle qualité, tel défaut. Moi, je vous apporte ça, vous m'apportez ça. Une sorte de troc de qualité, allez, on va l'appeler comme ça. Un échange, voilà. Pourquoi pas? Moi, j'irai encore plus loin. Pourquoi ne pas fédérer encore plus avec la Tunisie et le Maroc? On arrête ces séparations, c'est fatigant, quoi. Ras-le-bol. Moi, franchement, je suis excédée par ces divisions. Moi, je suis et toi, tu es. Allez, diviser pour mieux régner. Et réfléchissez un petit peu. Ouvrez les yeux. Si on est fédéré, si on est unis, je préfère le mot fédéré, parce que dans la fédération, il y a de l'action. On peut être unis. On peut être unis, s'aimer, mais ne pas faire grand-chose. C'est faisable. Se respecter, etc. Mais le fait de se fédérer, c'est être dans l'action. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis juste originaire de Meliana, je n'ai pas grandi, mon père n'est pas né là-bas, mon grand-père non plus. Mais j'ai été invitée par l'association Les Amis de Meliana, et parce que mon aïeux, c'est-à-dire il y a 4 ou 5 générations, est issu de cette ville, et que grâce à lui quand même, il a fallu qu'il bouge. Et qu'il vienne à Alger, et que pour donner de la possibilité à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'aller dans de bonnes écoles, etc., pour que je sois là aujourd'hui. Donc, à mon sens, nous devons, en même temps, si je veux rendre hommage à cet aïeux, je dois aider la jeunesse de cette région. Donc, c'est un lien qu'on crée. Moi, j'aime bien le mot Hamzat Wasl, c'est trait d'union. Mais Hamzat Wasl en arabe, je trouve que c'est plus poétique. On peut être Hamzat Wasl entre les régions, on peut être Hamzat Wasl
entre les générations, Ouais. entre les pays, l'Algérie, Ouais. la Tunisie, le Maroc d'abord. Si les 3 pays étaient unis, il n'y aurait plus aucun problème Ouais. de la région. On serait un pôle puissant parce que chacun a ses qualités. L'Algérien a une force de caractère. Le Tunisien connaît la compromission. Le Marocain est diplomate. Ils ont chacun des qualités. Pourquoi ne pas les apprécier et être complémentaires? Ouais. Mais cela ne peut pas venir sans l'humilité. Il faut mettre l'ego de côté. Ouais. Il faut mettre l'ego de côté. Il faut de l'humilité pour s'unir et s'entraider. Depuis tout à l'heure, je te regarde. Alors, c'était marrant parce qu'au début, tu étais super calme. Ah oui, oui, après Voilà. ça déborde Et d'énergie. après, ça déborde d'énergie. Ah oui, Et c'est sauf ça. que je vois tes yeux pétiller et briller de plus en plus. Et tu as une couleur d'yeux qui est magnifique. Merci. Et du coup, je voulais savoir si tu devais être une couleur, ça serait laquelle? C'est Si difficile toi, hein, pour moi, hein, parce que moi je travaille avec les couleurs. Ouais. Toutes les mais couleurs, je si les aime toi, en fait. si toi, tu Moi, devais moi être j'étais une couleur. couleur. Ouais. Alors, combattante, femme d'action, si je En me fait, trompe pas. combattante, je le suis, mais avec l'âge, c'est-à-dire moi j'ai dépassé la quarantaine, ça va être un combat, mais Oui. beaucoup plus doux. Subtil, C'est-à-dire qu'avant, juste féminin. un exemple par rapport Ouais. aux couleurs de ma marque, si on parle de couleurs, Ouais. les couleurs de ma charte graphique, c'était le noir et le rouge. Ouais. C'était, ça pétillait, quoi, ça tapait. Quoi. Ouais. C'était Stendhal. Ouais. Depuis un certain temps, je me suis apaisée à l'approche de la quarantaine, c'est blanc, avec une écriture noire. C'est beaucoup plus apaisé. La déco aussi, dans mon showroom, elle est claire. Donc il y a un apaisement. Aujourd'hui, la couleur, c'est le vert. Si je peux décrire une couleur, c'est pas parce que c'est la couleur de mes yeux, Ouais. c'est parce que c'est vraiment quand je suis au milieu de la nature Ouais. et que je vois la verdure, je suis vraiment apaisée. Et aujourd'hui, au-delà du côté nationaliste, algérien, tunisien, marocain, Ouais. même ça, même à la limite, on est en train de se tromper parce qu'il s'agit aujourd'hui de la planète. Ouais. Et si on veut encore pouvoir voir de la verdure et qu'il y ait de l'eau et des ciels clairs et de l'air à respirer, il faudrait vraiment qu'on commence à se bouger Et et à est-ce que réagir. ouais. Et est-ce que tu penses que la maternité, puisque tout à l'heure tu me disais que tu étais maman de 2 enfants, de 2 jeunes filles, est-ce que tu penses que la maternité t'a emmené aussi vers ce chemin d'apaisement ou pas du tout? La maternité, j'ai été maman assez jeune. En fait, je suis maman depuis avant d'être maman, parce que je suis l'aînée de 4 enfants. Ouais. Et j'ai dû élever ma petite sœur et mon petit frère, et on a une grande différence d'âge. D'accord. Donc je suis dans un rôle de maman depuis l'âge de 13-14 ans. D'accord. Donc c'est vraiment, oui, ça fait partie de ma personnalité de protéger. Ouais. Comme je suis l'aînée. Et donc protéger ma petite sœur, protéger mon petit frère, mes petits frères, parce que même s'il a que 4 ans de moins, mais à l'école, s'il se bagarrait, j'étais là à venir pour l'aider. Donc il y a c'est un trait de mon caractère. Cette responsabilité-là. Oui, responsable, et vouloir protéger et être responsable, voilà, c'est le mot. Pourquoi? Responsable de leur présent, c'est-à-dire qu'ils doivent manger, avoir un toit, s'habiller, blablabla. Mais comment doivent-ils réfléchir? Construire des citoyens. Parce que c'est bien beau d'éduquer des enfants et tout leur donner, mais est-ce qu'ils savent raisonner? Est-ce qu'ils ont un esprit critique? Est-ce qu'ils savent faire la part des choses entre le bien et le mal? Parce que, vous savez, mon grand-père, par exemple, à l'âge de 12 ans, il s'est enrôlé avec le FLN. Pourquoi il a pu s'enrôler avec le FLN à l'âge de 12 ans, même si, qu'est-ce qu'il faisait? Il emmenait des lettres, c'est tout. Il faisait le facteur. Mais comment il a eu ce courage? C'est parce qu'il a eu une éducation qui a fait qu'il avait cette clairvoyance de voir où est le bien, où est le mal. Il n'a pas suivi un autre chemin. Il a décidé qu'il allait être avec le FLN, avec Moussa El Hadj à l'époque, parce qu'il était jeune, et qu'il fallait travailler pour faire sortir ce colonisateur à 12 ans. Parce qu'il a eu une éducation qui a fait que on n'éduque pas les enfants juste pour qu'ils aient des diplômes. Parce que c'est bien beau les diplômes, mais les diplômes sont imposés par la société. Ce qui est important, je pense, c'est de donner de la connaissance et de la clarté dans l'esprit. Il faut que leur esprit soit clair. Qu'ils puissent, sans que je sois moi instigatrice, il faut qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes. Même si je suis leur mère, demain je vais sortir un raisonnement qui est complètement fallacieux, elles doivent me dire je suis désolée, tu es à côté de la plaque. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste qu'elles me donnent raison, qu'elles m'obéissent. Je veux pas faire des moutons en fait. Des soldats. Des soldats, absolument. Je veux qu'elles réfléchissent par elles-mêmes et qu'elles soient bienveillantes. C'est important la bienveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je découvre que à Harvard, la plus grande université du monde, ils ont le Harvard Business Review.
Ils font des recherches. Comme c'est une des plus anciennes universités au monde, une des plus anciennes, ils font beaucoup de recherches. Donc, ils ont un recul. Ils se donnent 100 ans. Ils se disent, voilà, on va étudier la société sur 100 ans. Ils ont ce recul. Et ils découvrent aujourd'hui que la bienveillance, c'est quelque chose d'important en entreprise, dans la société. Waouh, il a fallu 100 ans d'études pour réaliser qu'il faut de la bienveillance. Je suis désolée, mais la bienveillance, normalement, c'est normal. Voilà, c'est la base. C'est-à-dire l'amour de son prochain, vouloir aider les autres. Moi, je suis... C'est pour ça que je suis croyante, très croyante, mais j'utilise, c'est-à-dire ma foi à ma façon. C'est-à-dire... ils parlent, eux, de bienveillance, moi, ils me font rire. Parce que dans le Coran, il est dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi » C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire. Dieu n'accepte pas qu'on croit si on n'a pas... On n'est pas dans une démarche de vouloir le bien à son prochain autant qu'à soi. Bien sûr. C'est énorme. Alors, on vient théoriser aujourd'hui la bienveillance. Je suis désolée, mais nous, elle fait partie de notre culture depuis des siècles. Sauf qu'on a oublié. Sauf qu'on ne l'applique pas. Non, on l'a oublié. On a oublié. Nous, en tout cas, ma génération, on ne l'applique pas forcément. Non, on l'a oublié. Ta génération, c'est gentil, même avant. On a oublié la base qui est la bienveillance. S'entraider, ne pas être indifférent face à la misère des autres. Ça, c'est important aussi, l'indifférence. C'est quelque chose. C'est violent, l'indifférence. C'est terrible, l'indifférence. Voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses, grosso modo. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Si, bien sûr. Il y avait plein d'autres questions. C'est tellement inspirante que... Moi, je voulais savoir quelles sont les choses... Alors là, je l'ai bien compris, mais quelles sont les choses qui... Quelle a été ta plus grande peine? Voilà, je vais commencer comme ça, mon cheminement. Ma plus grande peine, ma plus grande souffrance. Ta plus grande peine, être menacé de mort pendant le terrorisme. Mon frère et moi avons été menacés de mort. Et nous avons dû fuir notre pays alors qu'on était bien. En Tunisie, parce que nous n'avions pas de visa pour aller en France. Et j'ai été meurtrie en voyant mon grand-père qui avait fait la révolution algérienne, qui s'était battu pour qu'on soit indépendant, pour qu'on soit libre et bien chez nous, devoir fuir. Et c'était la première fois que je voyais mon grand-père pleurer. Et ça, c'était terrible. C'est une image, d'ailleurs, même le ciel était rouge ce jour-là. C'est une image que je n'oublierai jamais. Et c'était très violent, parce que après, je suis tombée malade, parce que à cause de ce choc, j'ai développé une maladie chronique. Et par la suite, j'ai développé une autre maladie auto-immune. Donc, ça a été un schisme dans ma vie, à l'âge de 16 ans. Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus. Je pense que c'est la peine de millions d'Algériens et aujourd'hui nous n'avons pas encore fait la catharsis et nous devons, je pense, en parler parce que sans chercher à comprendre qui sont les coupables. Je ne suis pas en train de faire un tribunal de responsabilité, mais on ne peut pas nier cette souffrance et cette douleur. On ne peut pas avancer avec le déni. C'est pas possible. Le déni, moi la dernière fois j'ai été invitée à une conférence sur les droits des femmes. Des jeunes filles, la journée de la jeune fille. C'était au mois d'octobre, je pense. Et j'assiste à cette conférence. Il y avait une journaliste, une des plus anciennes journalistes de la chaîne 3, qui parle de son expérience de journaliste pendant le terrorisme. Et là, elle parle, et j'éclate en sanglots, et je me rends compte à ce moment-là que je n'ai jamais traité cette partie de mon mental, de ma psyché. Je n'en ai jamais vraiment parlé. C'est quand même très grave. Parce que nous sommes là à refouler. Et naissent des pathologies, des problèmes de santé, etc. Mais on ne connaît pas la source. Encore une fois, revenir au pourquoi. Et là, j'ai compris. Parce que la façon dont j'ai éclaté en sanglots et les vertiges que j'ai eus ont fait que j'ai compris qu'il fallait traiter ce problème. Que c'était pas anodin. Non, c'est pas anodin. C'est clair. Et je ne suis pas la seule. Il y a plein de personnes qui ont vécu des traumas et qui n'en ont pas parlé et qui vivent avec. Mais il faut en parler. Parce que la jeunesse doit savoir pour ne pas faire la même chose. Parce que si on oublie, à quoi ça a servi. Et ta plus grande fierté jusqu'à présent? Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je te l'espère en tout cas. Mais ta plus grande fierté? Bonne question, je cherche.
Ça fait 10 ans que je suis une mère qui éduque seule ses enfants. Et aujourd'hui, je peux dire que, alhamdoulilah, j'ai pas fini ma mission parce qu'elles sont encore jeunes. Mais puis on la finit jamais, je crois. Non, mais quand même, à un certain âge, quand même, plus ou moins. C'est-à-dire quand ils rentrent en fac, ils sont sur de bonnes rails, plus ou moins. Mais je me dis quand même que je leur ai donné une bonne éducation. Et je suis fière de ça. C'est-à-dire que j'ai pris le temps, c'est-à-dire que j'avais une carrière. C'est très dur, parce que mettre en parallèle carrière et éducation des enfants en étant seule, parce que je n'avais pas leur papa pour m'accompagner, pour m'aider, c'était très dur. Mais je suis fière d'avoir fait ce sacrifice sur le plan de la carrière. Parce que quand il fallait être à 16h à la maison, je l'étais. Donc c'est un féminisme nouveau. Parce que le féminisme ou la carrière avant tout, pour moi, ça, c'est pas du féminisme. Parce que ça va m'amputer d'une partie de moi qui est d'être mère. Parce que biologiquement, on ne peut pas être autre chose. Je suis une mère, je suis une mère. En même temps, ça ne me suffit pas pour me réaliser. J'ai besoin de me réaliser intellectuellement. Mais je suis une mère. Et c'est important pour moi que quand ma fille tombe malade, je sois avec elle, je prenne soin d'elle. Et je pense que le fait d'avoir fait certains sacrifices, être restée avec elle, rentrer tôt à la maison, leur préparer des bons petits-déj, faire des dîners, sortir ensemble, voyager, etc. Le temps que j'ai donné à cette petite famille a fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai des filles qui ont un bon raisonnement, qui sont bienveillantes, moi je les découvre parfois sur les réseaux sociaux, vous savez. Parfois c'est incroyable, on croit connaître ses enfants, et quand on voit leur post, on se dit waouh, je suis impressionnée. Et donc là j'apprends que quand même il y a de belles choses qui ont été faites. Bon, il y a encore du chemin à faire, et ce n'est pas facile, mais c'est pour ça que je dis que pour moi c'est le plus dur métier d'être parent. C'est le plus dur des métiers, c'est-à-dire on me donne un projet très compliqué, c'est rationnel, mais être parent c'est très difficile, parce qu'il faut concilier son bien-être, parce qu'il faut être en forme aussi, parce que si on est tout le temps épuisé, on ne peut pas être un bon parent. Donc à mon avis, c'est ça ma fierté, ce sont mes filles. C'est ma plus grande fierté. Ah, c'est chouette. Elles s'appellent comment, tes filles? Alors, l'aînée s'appelle Imen Sirin. Elles ont 2 prénoms toutes les 2. Et la cadette s'appelle Lina Mariam. Alors, pourquoi ces prénoms? Donc, Imen... Bon, j'adore. Voilà. D'où ma question. Voilà. Donc, Imen, c'est Imen. Sirin, c'est un nom perse. Et j'avais une très bonne copine quand j'étais partie en Tunisie, pendant le terrorisme, justement, et qui était une des premières, pour pas dire la seule, une des premières qui avait été très accueillante avec moi. Elle s'appelait Cyrine, elle était de mère américaine et de père tunisien. Elle a été très très agréable, très sympathique, et voilà, je l'aimais beaucoup cette fille, donc je m'étais dit, si j'ai une fille, je l'appelle Cyrine. Lina, parce que Lina, c'est le petit palmier du paradis. C'est un joli prénom. Mariam, parce que c'est le prénom de ma mère, et que j'aime beaucoup ce prénom. Voilà. Pourquoi t'écris pas un livre? Je suis en train de commencer. C'est pas vrai. Oui, j'ai commencé à mettre des grandes lignes, à faire le squelette, si on peut appeler, parce que bon, je ne suis pas écrivain, je ne sais pas comment on écrit. Mais c'est pas Donc, grave. je suis en train de commencer, on va dire. Je suis en train de commencer depuis 1 an. Ah, c'est chouette. Non, je commence depuis 1 an. C'est-à-dire que je développe les éléments, sur quoi aller, sur quel type d'écriture. Est-ce que je vais aller sur un roman? Est-ce que je vais aller sur une autobiographie? Est-ce que je vais aller sur un essai? Sur des idées? Parce que... j'aime beaucoup la science-fiction, tu vois, ça n'a rien à voir, mais je trouve que la science-fiction n'est pas vraiment de la science-fiction, si je me comprends bien. C'est-à-dire qu'il y a inspiration quelque part de quelque chose de présent, ou d'une prémonition, ou d'une prophétie pour certains, mais il y a des idées qui planent comme ça et qui inspirent. Moi, j'avais moi j'avais grandi avec la série Visiteur. Et ça, c'était pour moi... Diana, mais quand on voit de l'extérieur cette série, on voit l'invasion du sionisme en Palestine. Moi, c'est comme ça que je le vois. Même les caractères, peut-être à l'époque, personne, parce que c'était pendant l'intifada, les gens peut-être n'ont pas vu, mais même les caractères de ce peuple qui venait d'une autre planète ressemblaient à l'écriture hébraïque. C'était bizarre. Et j'avais beaucoup aimé la façon d'appréhender les choses. J'avais beaucoup aimé ça. J'aime bien Star Wars aussi, Stargate. Pourquoi Stargate? Parce que passer d'un monde à l'autre, c'est la possibilité qu'il y ait des mondes parallèles. Voilà. Moi, je pense que si on est nombriliste, on pense qu'on est seul dans cette galaxie, mais c'est pas possible. À mon sens, c'est trop être égoïste et narcissique que de croire qu'on est seul au monde.
Pour moi, c'est impensable. Ouais. Sauf qu'à notre échelle de vision, on ne reconnaît que ce qui nous ressemble. Ouais. Donc, comme on ne trouve pas des gens qui nous ressemblent, donc on pense qu'il n'y a personne, mais c'est impensable. Ouais. Alors, il faut que tu lises le deuxième Mashahou, c'est Riyad Hadir, D'accord. qui lui est graphiste de formation. T'écouteras. Il est écrivain aussi. Voilà, il a écrit je Pupille. le connais. Et en fait, il m'a... Pupille d'État, je crois. Pupille, simplement. Voilà, Pupille. Voilà, oui. Et en fait, il m'a recommandé de lire un livre des années 30, Huxley, voilà, l'auteur. Et ça s'appelle Le meilleur des mondes. Je l'ai lu en 1930. Oui. Et il est en train de décrire au niveau médical ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer encore dans une quinzaine d'années. En fait, je suis dans cette logique d'écriture. Ouais. Moi, j'essaie d'imaginer notre région dans 200 ans. Lis Pupille. Donc, voilà. Hadir. J'essaie d'imaginer... En fait, je ne veux pas trop lire. Pourquoi ? Je ne veux pas lire parce que j'ai peur après... D'être influencée. J'ai peur de plagiat inconscient. Ouais. C'est pour ça que même quand je prépare une conférence, je ne vois plus de conférence pendant un mois. Parce qu'inconsciemment, parfois, on peut sortir le mimétisme, bien sûr. On peut singer sans s'en rendre compte. Bien sûr. Donc, je préfère être dans mes recherches et peut-être lire un livre de 1930, mais quelqu'un qui vient de l'écrire, c'est plus délicat. Alors, lis-le après. Je lirai après, voilà. En tout cas, j'ai une vision et j'aimerais insuffler cette idée à la jeunesse. Peut-être qu'elle pourra inspirer cette jeunesse. Voilà. C'est ça l'idée, en fait. C'est chouette. Alors, tu fais des études en marketing, c'est ça, à Nice ? Des écoles de commerce, voilà. Tu rentres en Algérie et tu es à l'atelier. Tu prends la gestion. En fait, ta famille est une grande famille de joailliers. Et comme tu le dis si bien dans toutes les vidéos que j'ai pu voir, comme dans ta famille, les femmes ne pouvaient pas aller à l'atelier, donc tu as pris la gestion. Et sauf qu'à un moment donné, ton père devait se séparer de son bras droit. En fait, c'est un peu à l'envers. Vas-y. C'est-à-dire que mon père m'a toujours dit, tu feras des études de commerce parce que je veux une gestion scientifique dans l'entreprise. Donc il avait sa fille fera des études de commerce, son fils fera des études, ce qu'il veut, mais c'est lui qui gérera l'atelier. Sauf que quand j'arrive, moi, en 2001, il me met dans un bureau, mais moi, je suis fraîchement diplômée. Il a des gens qui travaillent là depuis 10-20 ans. Je ne vais pas leur dire, voilà, tu dois ce que tu dois faire. T'as quel âge en 2001 ? En 2001, j'ai 24 ans. Tu vois. Je ne vais pas débarquer avec des messieurs qui ont 50 ans. Je vais leur dire, oui, toi, tu vas faire ça dorénablement. Ça va être compliqué. En plus, c'est une entreprise dont le cœur est quand même la fabrication de bijoux. Donc, je ne vais pas commencer à faire de la gestion abstraite sans connaître le cœur. Il y a un problème. Donc, première étape, il me met là, à un bureau, et je m'ennuie à mourir. Parce que moi, je ne suis pas une fille figée, je suis dans l'action. Oui, on l'a compris. Depuis que je suis petite, je pense que ma mère, même dans son ventre, je donnais des coups de pied. C'est ça. On croyait que tu étais un garçon, apparemment. Déjà. Donc... il me voyait peut-être comme Messi, ou là, je sais pas. C'est ça. Footballeur, la maladie. En tout cas, je suis comme ça. Je n'ai pas choisi d'être comme ça, à bouger. Je suis comme ça. Il faut accepter aussi ça. Ça te fatigue ? Je suis épuisée. Là, en ce moment, je te parle, je suis en burn-out. Carrément. Là, je suis malade, en arrêt maladie. Je le dis publiquement et je l'ai même écrit parce qu'il faut le dire. Pas avoir peur de dire que je suis fatiguée. Ça m'épuise, pourquoi ? Parce que, là, je fais une petite parenthèse. Pourquoi ça m'épuise ? Parce que moi, j'ai 1 milliard d'idées dans ma tête. J'ai plein de choses que je veux faire. Et autour de moi, ça ne suit pas forcément. Ça ne comprend pas forcément. C'est pas de leur faute, c'est de ma faute. C'est moi qui déborde. C'est comme ça. Mais le fait de ne pas aller à la vitesse que je veux m'épuise. C'est pas parce que je fais trop de choses. C'est parce que je suis enchaînée par un ralentissement que je suis épuisée. Là, je suis avec toi, je suis pas fatiguée. Là, maintenant. Parce que je suis en train de m'éclater. Quand je m'éclate, je suis bien. Mais quand je suis ralenti, une connexion internet qui fonctionne pas, je dois communiquer, envoyer un mail avec des photos à un magazine à l'étranger et que ça passe pas, j'explique quelque chose à mon assistante, elle va comprendre, mais elle va pas tout comprendre comme je l'aurais voulu, ou elle va pas le faire comme je l'aurais voulu. En fait, tu as une charge mentale énorme. Parce que ce que je fais, ce n'est pas habituel en Algérie, parce qu'en Algérie, on a le khiyat, et on a les designers, etc., mais ils n'ont pas fait d'études de commerce. Moi, j'ai fait une école de commerce. C'est-à-dire qu'en plus du côté créatif,
d'avoir un atelier, j'ai le côté stratégie marketing. Et j'ai une vision. J'ai une mission. C'est-à-dire que chaque pas que je fais, là, ce que tu me demandes de faire, pourquoi je t'ai tout de suite dit oui? Parce que je savais qu'un jour j'allais le faire. Parce que ça fait partie du cheminement. Si on décide d'être dans une logique créative, qu'on crée un label, une marque, ensuite on fait passer un message, parce qu'il faut croire, il faut bien comprendre que ce que je fais, ce n'est pas de la fashion pour la fashionista. Ce que je fais, c'est vraiment pour passer des messages. Comme je vois là la peinture de Léonard de Vinci, il passait des messages à la Renaissance. Moi, je fais passer des messages par mes robes. C'est ma façon de m'exprimer. Donc, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire, mes choix de thèmes ne sont pas anodins. Ça implique que des gens viennent vers moi parce qu'ils ont été touchés par tel ou tel thème. Je savais, c'est-à-dire que je ne suis pas à mon premier podcast et je ne suis pas à ma première interview, parce que les gens ont été touchés par mes dires. Mais ça, c'est une stratégie. Ça, je savais que j'allais arriver à ça. Mais ça implique un travail. Bien sûr. Ça implique une réflexion, des doutes. C'est-à-dire qu'un pas, quand j'ai fait un pas en 2014, je savais, entre guillemets, approximativement, où j'allais être en 2020. Bien sûr. Il y a une stratégie, il y a une vision. Voilà. Et ça, je ne suis pas comprise par rapport à ça. Parce qu'on me prend pour une folle. On me dit, je dis, mais les Marocains, ils sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont travaillé. Il n'y a pas de photo. Voilà. Donc, pour revenir à l'atelier, donc mon père me met à ce bureau, donc moi, je m'ennuie à mourir. Et au même moment, son chef d'atelier, en qui il a confiance, etc., mais il sort à la retraite. Et mon père commence à être paumé un petit peu, qui c'est que je vais mettre? Là, je dis, moi, je suis là, moi. Mais pour lui, c'est très dur. Père algérien, même très open mind, mais c'est un Algérien. Bento fait des ouvriers, ça rentre pas dans la tête. Bon, il a accepté, et j'ai travaillé, et c'était nouveau. C'est ça. C'est nouveau. Ils sont pas habitués à être avec des femmes tout le temps. Parce que vraiment, ils ont une façon de parler. Ou la tchouma, ou la tsostara, ou la beloued. Ils ont une façon de parler entre eux, où une femme, d'habitude, n'est pas. Et là, il y a une femme au milieu. Comment on fait? Voilà. Et en plus, cette femme, c'est la fille du patron. Oh purée, elle va me saouler celle-là. Ils doivent se dire, elle va venir, elle débarque de la Côte d'Azur, Hasbaroha, Hasbet festival de Cannes, je sais pas quoi. Moi, là, j'étais pas du tout dans ce délire. Alors là, pas du tout. J'ai vécu 6 ans à Nice, j'ai été une seule fois au festival de Cannes, c'est pour dire. J'achetais pas Elle et Vogue, moi. J'achetais Challenge, j'achetais Courrier International. C'est pour te dire que je suis venue à la mode parce qu'il y avait une idée. C'était pas parce que j'aimais la mode en elle-même. J'aimais la création. Et donc, bon, je prends ce poste et ça se passe super bien. Parce que, encore une fois, je reviens à l'humilité. Oui, c'est ça. C'est pas parce que j'ai un bac plus 4, ok, and so what? T'as bac plus 4, mais t'as plafond non plus, hein, t'es pas un docteur. Donc, je suis partie dans cette idée. J'ai dit, écoutez les mecs, vous avez 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Moi, j'y connais rien à la bijouterie. C'est vous mes maîtres, c'est vous mes boss. Moi, je suis là que pour gérer parce que c'est mon père, il a besoin de moi. Donc, j'ai fait profil bas et je leur ai dit, apprenez-moi le métier. Et cette démarche a tout changé. J'ai gagné le respect, j'ai gagné leur écoute. Parce que quand vous êtes chef d'atelier de 20 personnes, il faut que cette personne vous écoute. Sinon, elle ne va pas exécuter le travail. Elle ne va pas livrer à temps. Elle ne va pas faire le travail tel qu'il doit être fait. Donc, gagner la confiance. C'était ça la première étape. Et je pense que j'ai eu cette chance d'avoir cette bonne idée que de vouloir gagner en premier lieu leur confiance. Et ne pas m'imposer comme fille d'eux. J'ai pris la chose à l'envers, en fait. Parce que j'avais pas le choix. Parce que j'étais testée par mon père. Et du coup, maintenant, en 2020, si l'une de tes filles veut faire un métier où la majorité, c'est des hommes, est-ce que... Je suis en train de les pousser à ça. Et du coup, voilà, est-ce que ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Bon. Non. Je lui ai dit, par exemple, tu veux pas faire l'établi, fais l'établi comme ça, tu vas casser le mythe. Elle me dit, maman, ça c'est ton combat. C'est ça qui est extraordinaire. Ça c'est ton combat, c'est pas le mien. Ça m'intéresse pas. Eh ben je la force pas. C'est le contraire. Mais du coup, l'humilité, puisque c'est ça que tu avais mis en avant pour intégrer leur confiance et travailler avec eux, tu vois. Est-ce que ça sera le même conseil que tu donneras à ta fille, par exemple, ou Bien sûr. Machin, de toute façon, pour le premier... L'humilité, elle est là. Attention, être humble, ça ne veut pas dire s'écraser.
Ah oui, oui. Voilà, on est d'accord. Ah oui, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je peux être humble. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est quoi être humble? C'est le respect des autres aussi. Mais c'est bien que tu le soulignes parce que c'est vrai que, surtout ces temps-ci, on fait pas la différence. Voilà, non. Parce que attention, j'ai été humble, mais j'ai eu des cas, des situations où il me disait, bon, tu te calmes, hein, tu connais rien. J'ai eu des cas où on me disait, toi, tu fermes ta gueule. Désolée de dire comme ça, mais pourquoi? Parce que le monsieur avait 25 ans d'expérience, que c'était un parent à mon père, qui me connaissait depuis que j'étais petite, mais je suis plus petite. Donc, ce paternalisme. Alors là, le paternalisme que je ne supporte pas. Il a dit, je me rappellerai très bien, j'avais déjà ma fille, elle avait déjà 6 mois, et lui avait dit comment elle ose me donner l'instruction que j'ai que tel jour. Je dis, mais nous, on livre à telle date. Donc, il m'a dit, de toute façon, c'est pas toi mon patron, c'est ton père, t'es mal à Belèche-Bic. Donc, j'ai eu ça. C'était pas tout rose, attention. Mais je me suis pas laissée faire. Ah, ça, pas de problème. C'est pas parce que je suis humble et que je les respecte que je vais me laisser être écrasée ou marcher sur les pieds. Non, au contraire, ça, c'est un autre combat. C'est un autre volet. Et là, c'était très dur. Il y avait des situations où c'était très dur. Et je pense que, là d'ailleurs, il y en a un que j'ai vu il y a quelques jours, il s'appelle Hassan, et il était passé par une phase de fanatisme, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je disais, on doit livrer cette remsa dans 1 heure, il faut que tu... Il m'a dit, là, il y a juste ma nakhdemhash. Ok. Quand tu prends ton salaire chaque fin de mois, alors là, il y a juste parce qu'on vend des khamset. Je dis, alors tu prends tes affaires, il a le liqa. Il y a asdiqa. Et il reconnaît maintenant. Ça fait 20 ans à peu près. Il me dit, c'était une phase où j'étais devenue un peu fou, j'étais dans des délires. Et après, maintenant, il parle pas. C'est lui le spécialiste des khamset maintenant. Tu vois, c'est trop bien. C'est-à-dire que le khamsa en elle-même, c'est qu'un symbole. On va pas y mettre une niya qui va me protéger. Il faut arrêter le délire. C'est pas une babiole qui va me protéger. C'est juste une symbolique ethnique. Voilà, de notre culture. Et tu places où? Alors toi, tu es créatrice de mode, et je veux bien mettre le mot sur créatrice. Absolument. Quel est selon toi, parce que là tout à l'heure tu disais que chacune de tes robes a un message, quelle est selon toi la place de la création de mode dans une société? Alors, c'est pas vraiment chaque robe, c'est chaque collection. Oui, chaque collection. Je donne un thème, en fait. Voilà. Je donne un thème. Voilà. Chaque thème a un message. Voilà. Oui. Et c'est quoi la place? La place, c'est l'éveil. Ouais. C'est l'éveil des consciences, si je puis me permettre. C'est la prise de conscience, par exemple, en 2000, la première collection qui était engagée, qui avait vraiment un sens, parce qu'au début je démarrais, il faut dire ce qu'il en est, parce que moi je me suis jetée dans un océan sans savoir nager. Donc j'ai appris à nager, alors que je suis dans l'eau déjà. Donc c'est très difficile. Donc les premières collections, j'apprenais. Je faisais de mon mieux, mais c'était pas structuré comme une vraie collection avec un thème, etc. C'est à partir de 2014 où j'ai vraiment fait une collection qui s'appelait Happy Glamour. Alors, c'était pas un engagement algérien ou culturel, c'était plutôt un engagement féminin. Sur l'image. Sur l'image de la femme et d'elle-même. Pourquoi je disais Happy Glamour? Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle se sente glamour, mais heureuse. Donc, avec des formes. Parce qu'aujourd'hui, le diktat des magazines qui impose aux femmes de lisser les formes avec les différents logiciels, les Photoshop et compagnie. Et ça crée un gros problème psychologique pour les jeunes filles et les femmes de manière générale. Ça crée des complexes. Moi-même, je l'ai vécu. C'est-à-dire que pendant le terrorisme, il y a eu ce problème. Je tombe malade, je grossis et je deviens très complexée. Je vis des périodes de ma vie de complexes atroces. Mais j'ai vécu l'enfer. Et ça, c'est à cause des diktats des magazines et de la télé. Il ne faut pas se mentir. C'est pas normal que de voir des filles avec des tailles de 36, avec des poitrines de bonnet D. Il y a un problème. Et moi, je ne me reconnaissais pas et je me sentais très mal et j'étais très complexée. Merci Barbie. Merci Barbie, merci toutes les marques et tous les magazines, Mattel et les magazines aussi. Et Dieu merci, j'ai un cerveau qui fonctionne bien. Qui fonctionne assez bien. Et à force des années qui passent, je commence à réfléchir et j'analyse. Et je bouquine, je lis des articles, j'essaie de comprendre. Moi, il y a un magazine qui m'intéresse, c'est Marie-Claire. Je trouve que Marie-Claire est quand même un magazine plus engagé, qui est plus féministe, mais au sens bon du terme, parce que pas le féminisme sexiste, que ce soit clair. Et je commence à revoir la mode, je commence à réfléchir la mode, je commence à réfléchir le corps de la femme, etc. Et je me dis,
quelle est la femme que le monde entier considère belle? C'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe n'était pas guêpe. Elle portait en réalité un 40 fort, voire un 42 parfois. Et donc, où est le 36-38? Aujourd'hui, on va même vers le 34. Il y a un problème. Donc, j'ai commencé à partir dans cette logique, à faire passer le message, mesdames, vous avez le droit de vous sentir belle comme vous êtes. Je reçois tout le temps des clientes, Sophie. Ça fait 10 ans. Il n'y en a pas une qui n'a pas un complexe. Mais pas une. Toutes elles arrivent et me disent, j'aime pas mes bras. J'aime pas mes épaules. J'aime pas mes genoux. J'aime pas mes oreilles. Il y a toujours quelque chose. Donc, résultat, on est toutes pareilles. On a toutes des complexes. Donc, autant s'accepter, les prendre comme ils sont. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé. Si j'ai un énorme bide parce que je bois trop de limonade, ben là, il faut être clair. Mais là, en plus, c'est pour la santé. Exactement. Pas, donc, quand elles viennent me dire, voilà, moi, je vais faire un régime, je dis, stop. Si tu étais disproportionnée, moi, ce qui me dérange, c'est la disproportion. C'est-à-dire qu'elle est bien partout et qu'elle a juste du ventre qui sort, ou elle a une cuisse de cheval. Ça va me déranger parce que sur le plan esthétique, ça va poser problème. Si je peux lui donner un conseil, c'est de considérer, arrête de boire la limonade, diminuer les sucreries, des petites choses sympathiques. Et ça marche, parce que je ne suis pas dans le jugement. Et donc, je me suis dit, je vais faire carrément une collection que je vais appeler Happy Glamour. Je veux que les femmes se sentent glamour et belles et heureuses dans leur corps tel qu'il est. Voilà. Et il y avait même des références à Barbara Hendricks de Mad Men, qui avait une énorme poitrine qui n'était pas du tout fine, et qui était un sex symbole à ce moment-là. Ava Gardner, par exemple, Elizabeth Taylor. Bon, Elizabeth Taylor avait une taille de guêpe, mais elle avait quand même des formes généreuses. Je leur disais, quand même, regardez autour de vous, une femme avec des formes, c'est une femme. Et la Vénus, la première statue qui représente la nativité, c'est quand même une femme avec un ventre, des cuisses et des seins. Et sans ça, on ne peut pas enfanter. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il faut comprendre. Vous voyez? Donc, j'essayais de passer un message sur la femme. Ensuite, en 2015, là, c'est tombé un peu plus dans le patrimoine culturel immatériel. Là, c'était la poésie arabo-andalouse et la poésie arabo-musulmane, on va dire, mais mystique, soufi. C'est-à-dire, on parle de Ibn Arabi, qui a un lien avec l'Algérie, que les gens ne savent pas, parce que sa mère est une Sanhaja de Tlemcen, et son plus grand disciple, pas congénère, mais plus grand disciple, est Emir Abdelkader, et c'est lui qui a réédité ses œuvres. Jalal Din Rumi de Konya en Turquie, qui est perse, mais qui a évolué à Konya en Turquie, était le disciple d'Ibn Arabi. Pas congénère non plus, mais condisciple. Donc, donc, je me suis dit, c'est quoi le message de tous ces hommes? C'est la paix et c'est l'amour. Ibn Arabi dit, Udinu bidin al-hub. Ma religion est la religion de l'amour. C'est-à-dire que c'est une ouverture d'esprit. On est au XIIe siècle. On est au XIIe siècle. Une ouverture d'esprit extraordinaire. Le message de cette collection, c'est ouverture d'esprit, acceptation des autres, le vivre ensemble. Ça, c'est le 2015. 2016, c'était l'année de mes 40 ans. Et je voulais rendre hommage aux mères de ma famille, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères. Et comme j'ai eu en héritage le Kereko de mon arrière-grand-mère, je me suis dit, je vais rendre hommage à ce Kereko. Et cette collection, je l'ai appelée El Jazair al-Asila, Alger l'authentique, avec que des Kereko. Et j'ai fait un défilé avec cette collection à Philadelphie. Mais je ne l'ai pas appelé le Kereko, parce qu'ils n'allaient rien comprendre. Je l'ai appelé Icosia's Jacket. Icosium et jacket, pour qu'ils comprennent que c'est jacket. Ça a beaucoup plu et c'était très intéressant. Ensuite, en 2017, je me suis encore intéressée à une autre époque, parce qu'à chaque fois, ce sont des époques. Donc, le Kereko de ma grand-mère, c'était plutôt 19e. Ibn Arabi, 12e, 13e siècle. Et après, je me suis dit, je vais m'intéresser à l'époque de la Renaissance. Et là, on est sous Empire ottoman. Et l'Empire ottoman est en guerre un petit peu avec la principauté vénitienne de l'époque, c'est-à-dire il y a un conflit entre l'Orient et l'Occident. Il y a une vraie guerre. Et nous, on est sous Empire ottoman à cette période. Et je veux faire voyager le Kereko, la tenue algérienne, à Venise. Et je veux montrer une symbolique que les Occidentaux, c'est-à-dire l'Europe, avaient un masque. À Venise, on met le masque. Mais pourquoi on met le masque? Le loup. Et nous, on couvre le bas du visage. On couvre l'hadjar.
Et j'ai joué avec ça, en fait. Donc, vous couvrez... en fait, toutes les sociétés sont omnubilées par l'habillement des femmes. Que tu sois au nord, au sud, mettre des corsets pour avoir un tour de taille de 20 cm, je suis désolée. Ça, ce n'est pas la liberté des femmes. Au point de casser des côtes, d'accord. Dans toutes les sociétés, l'homme s'est intéressé aux vêtements de la femme pour l'opprimer d'une certaine façon, pour qu'elle ne puisse pas courir. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des anthropologues que j'ai des conférences d'anthropologues que j'ai vues en Europe. C'est eux-mêmes qui le disent. Dans chaque société, il y a un problème par rapport à l'habillement de la femme. À mon sens, ça ne regarde que la femme, comment elle doit s'habiller. Moi, je n'ai aucun problème avec la femme qui se voile et qui a décidé elle-même de se voiler. Je connais plein de femmes beaucoup plus émancipées en étant voilées que d'autres femmes non voilées, mais pas du tout émancipées, ne pas du tout être indépendantes financièrement sur le plan du choix. Donc, le vêtement, pour moi, c'est le propre et c'est relatif à la femme. C'est elle qui doit choisir. Donc, c'était ça le message, en fait, de cette collection. Et j'ai eu une interview avec une journaliste du Figaro qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Parce que j'ai fait défiler sur les planches du théâtre du Gymnase à Paris une femme avec un voile et un djar, mais c'est pas passé. Eh ben oui, le Figaro. Voilà. Et qu'est-ce que je disais ? Je disais, je ne suis pour la dictature ni du voile, ni la dictature de la nudité. Parce qu'en Europe, on est tombé dans une autre dictature. Si tu ne te dénudes pas, tu n'es pas sexy, donc tu n'es pas émancipée, donc tu n'es pas ouverte sexuellement. Je suis désolée. Aujourd'hui, il y a un mouvement en Occident, au Canada, aux États-Unis, en Europe, des modest fashion, qui s'appelle la mode pudique, des femmes qui ne veulent pas montrer leurs attributs. C'est leur droit. Il faut le respecter. Il faut bien comprendre que c'est le propre de la femme. Si elle a envie de se couvrir, si elle n'a pas envie, elle, c'est pas son homme ou son père, ou c'est la société qui l'oblige, ou l'entreprise. Moi, j'ai déjà entendu en Europe, aujourd'hui, tu as une sortie client, ça serait bien que tu mettes une jupe. Bien sûr. Je suis désolée. Ça, c'est très grave. On devient objet. Et ça me dérange. Donc, qu'on soit en Inde avec les saris de 7 mètres, qu'on soit en Chine avec les petits sabots qu'on crée, c'est des beaux pieds. Ça fait le pied lotus où les femmes ne peuvent plus marcher. Ou qu'on soit au Japon avec des kimonos de je ne sais combien de kilos. Chez nous, avec parfois des haïks impossibles à mettre. C'est bien beau le haïk sur le plan culturel. Essayez de marcher avec. Oui, c'est ça. Essayez de faire les courses avec. Ben, moi, j'ai dû créer, quand j'ai des mariés qui veulent sortir avec le haïk, j'ai dû concevoir un système pour qu'elles puissent le mettre et qu'elles aient les mains libres, sinon elles se cassent la gueule. C'est ça. Comment elle fait? Donc tout ça, ce sont des formes de prison. Bien sûr. Donc toutes les sociétés ont cette forme. Et arrêtez de stigmatiser le monde musulman. Ce n'est pas que eux qui ont cette stigmatisation de la femme. Vous aussi, vous stigmatisez. Moi, j'ai bien aimé récemment, on parle de la femme voilée, mais où sont les femmes voilées qui s'expriment? J'aime bien. Ah oui, c'est bien beau. Voilà, en France, c'est bien, d'accord. Vous êtes contre quelque chose, mais faites-les parler. C'est ça la démocratie, mais on ne les voit pas. Bah oui. Voilà, on parle elles ne peuvent pas parler puisqu'elles sont opprimées. Elles sont tellement opprimées qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, mais on est en France quand même. Donc il y a un problème. Bon. Donc c'était ça la symbolique. Il y a toujours une symbolique. Donc moi je m'éclate sur le plan artistique, où je vais m'inspirer de Venise, je vais m'inspirer de l'Empire ottoman, de notre culture, etc. Il y a un côté où je m'éclate sur le plan pratique, mais il y a un message. Il y a un message à passer. Ça c'était pour 2017. 2018 j'ai fait une collection qui s'appelait Fasl al-Mahabba. C'était juste avant Ramadan. C'était une ode en fait à l'amour, parce que c'est juste avant Ramadan. Parce que pour moi Ramadan c'est شهر المحبة شهر الرحمة avant tout. C'est pas شهر تاع الماكلة تاع الهبال تاع قلب اللوز etc. C'est réfléchir, faire une introspection. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais suffisamment? Se remettre en question, voilà. Donc c'était fasl al-mahabba. Comme c'était début juin à ce moment-là, le Ramadan, je l'ai fait en mai, mon défilé, et je me suis dit voilà, faire passer un message d'amour et de paix. Et d'ailleurs, les tenues étaient très colorées, très printanières. Parce que le printemps est quand même une saison où on se sent bien. Voilà. Les burn-out partent. Donc ça va. Exactement. Dans quelques mois, tu ne seras plus en burn-out. Exactement, Inch'Allah. Et 2019, c'est l'année de mes 10 ans. Et là, j'ai travaillé longtemps sur cette collection. C'est pour ça que j'ai sorti 30 pièces.
J'ai fait un grand défilé au Sofitel, qui était mon sponsor. Et le message, là, c'était plus fort encore que les autres parce que ça parlait de l'Antiquité algérienne. C'était Cléopâtre Sélénée. J'ai pas voulu donner le nom de Cléopâtre Sélénée à la collection parce qu'ils m'auraient dit oui, tu fais une collection sur Cléopâtre. Non, c'est pas Cléopâtre, c'est la fille de Cléopâtre qui s'appelle Cléopâtre VIII, qui est Cléopâtre Sélénée, la femme de Juba II. Et la symbolique dans tout ça, c'est premièrement, il y a plusieurs lectures. Lecture numéro 1, c'est attention, votre patrimoine est en train de partir. Allez protéger votre patrimoine, allez le voir, connaissez-le. C'est quoi les ruines romaines, c'est quelle période, depuis quand c'est comme ça. Cléopâtre Sélénée, c'est qui? C'est la femme de Juba II. Qui est Juba II, le fils de Juba I? Qui est Juba I? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc ce questionnement par rapport à l'histoire de l'Algérie. Et aussi une prise de conscience de ce qui s'est passé dans la vie de Juba II. Juba II, là c'est autre chose. Donc on a premièrement prise de conscience de la région. Ensuite, Juba II a été pris, parce que Juba I a été déchu, il s'est battu contre les Romains, et Juba II a été pris comme butin de guerre. Ça, c'est très très fort. Butin de guerre, un enfant. Au lieu d'en faire un martyr et de le tuer, ils l'ont pris à Rome, ils l'ont élevé à la romaine, et ils l'ont renvoyé dans le royaume de Maurétanie pour créer ce royaume africain dont la capitale serait Cherchel Césarée. Donc, hommage à César, sachant que son père s'est battu contre César. C'est violent. C'est là la puissance... Ouais, vas-y, continue. Moi, c'est là que je veux faire une remarque. C'est remarquer la puissance de la propagande jusqu'où elle va. C'est-à-dire qu'on prend le fils et on l'élève et il deviendra notre allié alors que son père est mort contre nous. Et donc, Algériens, réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillons-nous tous. Voilà, absolument. Il faut vraiment un éveil réel sur les idéologies qu'on peut apprendre, qu'on peut connaître. Nous devons créer nos écoles aujourd'hui, nos écoles de pensée. Et ne pas juste singer les occidentaux, les orientaux. Nous avons tout pour. Donc attention, c'est vraiment une autre lecture. Voilà. Ça, c'était 2019. Et 2020, je m'intéresse maintenant aux corsaires algériens. Ah ouais. Voilà. Encore une fois, c'est une forme de résistance. Parce que les corsaires, c'était des résistants contre les Espagnols et les Anglais, tous ceux qui ont essayé de nous envahir avant les Français. Voilà. Donc, je suis dans ça en ce moment. C'est d'actualité. Que résistance. Résistance, histoire, transmission. Voilà, oui, c'est toujours ça. Je ne peux pas faire autrement. Si tu étais... alors, tout à l'heure, ta couleur, c'était le vert. Et si tu étais un tissu ou, je sais pas comment, une matière, ça serait quel tissu? La mousseline. Ah ouais? Oui, parce qu'elle peut voler dans les airs. Elle n'est pas figée. Je pense qu'il ne faut pas être figé, même sur le plan de la pensée. C'est bien de débattre et d'apprendre. C'est-à-dire que ce que je pensais il y a 20 ans, peut-être que c'est à l'opposé de ce que je pense aujourd'hui, ou peut-être que j'ai amélioré, ou j'ai corrigé, etc. C'est bien de... On a envie, vous savez, ce qui est extraordinaire, de réaliser que le cosmos est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire le soleil bouge et toutes les planètes bougent tout le temps. Tout bouge tout le temps. Donc il n'y a jamais d'arrêt. Donc c'est ça l'idée. Si on cherche à être figé, il y a problème. Parce que rien n'est figé. Ni les particules, ni rien. Si tu as un conseil, un seul, à donner à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat créatif, tu lui donnerais quel conseil? Un seul. Un seul. C'est le conseil. Avoir confiance en soi. Parce que c'est ça, en fait. Si elle est persuadée qu'elle est créative et qu'elle veut vraiment se lancer dans le domaine artistique et créatif, elle va avoir beaucoup de hauts et de bas. Si elle ne croit pas très très fort en elle et en son, entre guillemets, génie ou talent ou capacité créative. Parce que pendant longtemps, je disais non, il n'y a pas de talent, mais avec les années, je me suis rendu compte qu'il y avait une part de talent, comme disait Brel. Qu'il faut travailler. Qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup de sueur, mais il faut un talent. Si la personne est convaincue qu'elle a un talent, elle le sent au fond d'elle-même, elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Elle doit croire très 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 fort en elle, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas en permanence. Et tu croyais en toi quand tu as lancé Moi, je savais au fond de moi qu'il y avait une... En fait, ce qui s'est passé, encore une fois, à cause du terrorisme,
je ne pensais pas à mes rêves. Je pensais à survivre. Ouais. Il y avait ça aussi. Donc survivre sur le plan intellectuel. Par exemple, on est parti d'Algérie, il a fallu s'adapter à un nouveau système scolaire et avoir son bac et étudier. Donc je ne cherchais pas l'épanouissement, je cherchais à atteindre l'objectif que mes parents s'étaient fixé. Ouais. Parce que c'était la moindre des choses pour moi. Ils se sont tellement sacrifiés que je devais atteindre un objectif. Je me suis massacrée, j'ai tout fait pour atteindre l'objectif, pour les satisfaire. C'était clair. Ouais. Donc le sujet de mes rêves, savoir qui je suis, quels sont mes talents, c'était très loin. Ouais. Donc tout ça, ça ressort. Hein. Ouais. Un jour ou l'autre, ça ressort. Dieu merci. Ouais. C'est ressorti tard. Ouais. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, blablabla. Hop, 32 ans. J'ai dit maintenant, je n'arrivais plus en fait. Il fallait que ça sorte. Ouais. Et j'ai cru en moi, oui. J'ai cru en ma folie. Parce que c'est de la folie quelque part. Ouais. Et oui, tu laisses un confort, quel qu'il soit, tout le confort. C'est-à-dire que même autour de moi, mon père est un entrepreneur, mais je suis sa fille. Donc pour lui, tu connais pas, c'est pas ton domaine, qu'est-ce que tu vas te lancer là-dedans? À chaque fois que j'avais des idées, je lui en parlais, il me disait non. Il avait plus de positivité avec les garçons de ma famille, que ce soit mon frère ou ses neveux, qu'avec moi, parce que je suis une fille. Il veut me protéger. Je ne lui fais pas de reproches, mais ça m'a bloquée quelque part. Jusqu'au jour où, parce que j'ai cru en moi, que j'ai pu oser. C'est ça qui a permis que je puisse oser. Si je n'avais pas cru en moi, je n'ose pas. Donc, vraiment écouter sa voix, vraiment se mettre avec soi-même, ne pas avoir peur de se retrouver seul avec soi-même, de s'écouter, d'écouter ses pensées, de discuter avec soi-même, de se rencontrer soi-même. C'est très dur ça. Beaucoup de gens se fuient toute leur vie. Bien sûr. Mais moi, j'ai eu cette chance. Je me suis rencontrée moi-même. Aujourd'hui, je sais qu'on peut me prendre pour folle. Je m'en fiche. Quand je suis chez le marchand de tissus, surtout celui de Blida, parce qu'il a un mur avec plein de tissus qui sortent comme ça, toutes les couleurs. Et je me pose et je parle avec les couleurs. Il y a un dialogue. Donc qu'on puisse dire que je suis schizophrène, malade, appelez-moi comme vous voulez, ça m'importe peu. Les couleurs me parlent. Tu m'emmèneras un jour? Oui. Enfin, j'y vais pas trop souvent maintenant parce que avec les années, c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience, mais on pourra y aller pour que tu comprennes un peu l'esprit. C'est trop bien. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Voilà, c'est une palette de tissus et elles me parlent. Elles me disent, moi, je veux me mettre avec cette couleur. Peut-être que c'est un délire. C'est mon délire. T'es de quel signe astrologique? Je suis Sagittaire. D'accord. Et elle me parle. Donc après, j'arrive à mon atelier avec mes morceaux de tissu et je montre à mon équipe et ils me traitent de folle. Tout le temps, ils me disent mais qu'est-ce que tu veux marier ça? Surtout les débuts. Mais ça marche pas ensemble. Mais qui t'a dit que ça marche? Il y a une loi. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu un scientifique? Moi, je suis pas médecin, je suis pas pharmacienne, je suis pas physicienne. Pour moi, le orange et le bleu, ça marche. La preuve, quand le soleil se couche sur la mer, c'est quoi? Il y a du bleu, il y a de l'orange. Je m'inspire beaucoup de la nature. Il faut regarder autour de soi. Quand on dit le violet et le jaune canari, on va dire t'es folle. Mais il n'y a qu'à prendre un iris. Alors, regardez, le pollen est jaune, les iris ont des pétales violettes et violets, pardon, et la branche est verte. On peut faire ce qu'on veut. Les branches, un arbre, c'est marron avec du vert. Il y a plein de choses. Il n'y a qu'à regarder la nature. Moi, je n'ai pas créé grand-chose. Moi, je suis une bonne observatrice. En fait. Je suis une bonne copieuse de la nature, si je puis dire. Ton père est toujours vivant? Oui, alhamdoulilah. Il en dit quoi maintenant de maintenant, cette folie? c'est autre chose. Oui. Maintenant, bravo. Il est tout le temps en train de me dire bravo. Là, c'est fini. Il ne dit plus rien. Maintenant, c'est l'autre extrême. Et il ne dit pas, c'est grâce à moi. Il y a des parents comme ça. Non, je rigole. Non, il n'est pas dans cette logique. Non, il me dit aujourd'hui, calme-toi. Tu dois apprécier ce que tu as accompli. Je lui dis, mais moi, en fait, je me fixe des objectifs par décennie. En fait, j'ai atteint mes objectifs. Sauf que maintenant, il s'agit d'atteindre des objectifs de niveau. C'est-à-dire que j'ai fait un défilé à Paris, soit, j'ai fait un défilé aux États-Unis. Maintenant, il faut ou on décide d'aller dans la cour des grands, ou on n'y va pas. Et c'est quoi la cour des grands? La cour des grands, c'est faire, par exemple, la Fashion Week de New York. Faire la Fashion Week. J'ai fait la Fashion Week de Paris, mais Paris, il y a plein d'organismes. C'était pas rien, faire quand même. Mon père me dit, est-ce que tu réalises? Tu étais quand même au théâtre du gymnase. Genre, tu parles de mais j'ai fait Sal Harsha. Non, pas du tout. Non, je ne les valorise pas du tout. Mais c'est-à-dire, j'ai fait un défilé groupé.
On était 15 Oui, designers. là, D'accord. nominativement. Le jour où je ferai mon Ouais. défilé à moi, Ouais. seule, Ouais. dans un musée ou dans une salle à Paris, Ouais. ce sera le défilé de Faiza Tribouzard, la collection de telle date, maison de couture Paris. Ouais. Là, oui, ça sera, Ouais. j'ai atteint un objectif. Ouais. Mais pour moi, parce qu'il y en a plein qui peuvent le faire, mais atteindre ça, Ouais. c'est pas facile. Ouais. Ça, il faut être reconnu par ses pairs. Et Ouais. quel père? Ouais. Parce que la reconnaissance des pairs, pour moi, c'est la plus importante. Parce que comme mon père me dit magnifique, ma fille, lui, il fait pas de la mode. Et pourtant, c'est ton père. Oui, mais c'est pas suffisant. Non, mais je veux dire, on C'est-à-dire parle pas des mêmes pères. C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on cherche dans la vie. Ouais. Si on veut, quand on est créatif, on est en quête de perfection. Bien sûr. Et qu'on n'atteindra jamais. Et c'est tant mieux. Parce que sinon, après, on va s'ennuyer. Ouais. Il n'y a pas de parfait. Ouais. C'est dans cette quête Ouais. que tout est beau. Ouais. Je ne suis jamais satisfaite. Ouais. Je sors une collection, j'ai 20 articles. En Algérie, en Tunisie, en France, il n'y a pas de problème, c'est cool. Mais un an, je suis pas satisfaite, c'est Ouais. moi. Ouais, Tant ouais. que moi, je ne suis pas satisfaite, je suis contente. Ça veut Ouais. dire que, c'est bon, mais il y a du chemin. Ouais. Il faut que je sois insatisfaite. Ouais. C'est dans cette insatisfaction que je progresse. Ouais. Et j'adore mes concurrents. Ouais. Mes concurrents sont mes meilleurs alliés. Parce qu'ils me poussent dans mes retranchements. Grave. C'est génial. Ouais. Je les adore et je leur Ouais. dis, parce que ça paraît fou, mais si j'avais pas de concurrents, mais je m'ennuie, Oui. je coule. Bien sûr. Mais quand je vois mes concurrents faire de belles choses, aller dans d'autres pays aussi, je suis très contente Ouais. parce que c'est la promo de la culture algérienne. Mais surtout quand ils font de belles choses, Ouais. je les gratifie, je Ouais. les félicite. Ouais. J'ai pas de problème, je suis très fair-play. Ouais. Et eux sont ma source d'inspiration. Ouais. Sur le plan, pas du plagiat, hein, que ça Oui, soit oui. clair, mais ils me poussent À aller plus loin. à m'améliorer. Ouais. Et ça, j'adore. Le jour où je ferai... Bon, la Fashion Week de New York est beaucoup plus accessible que la Fashion Week de Paris. Paris, c'est l'apothéose. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si j'arrive à faire ça, je peux prendre ma retraite, peut-être. Peut-être. Elle a bien dit peut-être. Peut-être, voilà. C'est-à-dire faire la Fashion Week de New York ou Londres ou Milan, c'est déjà quand même énorme. Si j'arrive à faire ça, en tant que designer, invité en tant que designer, Ouais. avec sa maison, etc., Ouais. avec oui, là, je serais très, très satisfaite. Ouais. Aujourd'hui, je suis contente. Je vais à l'Azerbaïdjan, je suis très heureuse d'avoir collaboré. Mais quand je vois mes photos, je vois que les défauts. Ouais. Les gens me disent, wow, c'est beau. Ouais. Mais un an, je ne vois que les défauts. Ouais, ouais. Et c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça que ça doit être. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, on n'est pas dans le. On se la complaît quête. dans notre. Bien sûr. Voilà. Si je m'auto-satisfais en permanence, Ouais. c'est bon. Après, je suis bonne à jeter, là. Ouais. C'est fini. Ouais. Ça m'intéresse pas. Je suis pas. En fait, le vrai. Je suis pas artiste. Je suis designer. Ouais. Avec une dimension artistique. C'est pas pareil. Mm. Bon, il y a beaucoup d'amis artistes qui vont me massacrer. Mais j'ai une dimension artisanale. Ouais. Et je ne réalise pas avec mes propres mains Ouais. les œuvres. Ouais. Je suis avec une équipe. Ouais. Donc c'est très différent de l'artiste qui peint lui-même ses Oui. tableaux ou du sculpteur Ouais. ou de la danseuse ou de la chanteuse. Ça n'a rien à voir. Ouais. Le designer ou l'artisan, Ouais. c'est pas pareil, hein, parce que Ouais. même le designer et l'artisan, c'est pas la même chose. Ouais. Mais le designer a les deux. Hmm. Il a la dimension artistique parce qu'il veut créer quelque chose de nouveau, il veut étonner, etc. L'artisan réalise Ouais. avec son savoir-faire, Ouais. c'est quand même pas rien, c'est Ouais. énorme. Il se cache derrière l'œuvre. Ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je parle, mais je parle de mes œuvres. Mhm. C'est elles qui sont les stars. Ouais. L'artiste, quand même s'il a... Mais lui, sa présence est très importante. Ouais. Parce qu'il réalise. Ouais. Je pense qu'il y a plus d'humilité chez le designer que chez l'artiste. Ouais. Sans vouloir dire Oui, du c'est mal des différent. artistes. Oui, oui. Mais ce sont deux modes Oui. de C'est deux fonctionnement, métiers et deux modes. et deux modes différents. Ouais. Donc c'est ça. L'artisan, moi j'ai beaucoup de respect. Je me mets vraiment à plat devant les artisans parce qu'ils réalisent avec leurs mains. Il y a une répétition du geste. Ils cherchent la perfection du geste en permanence. Ouais. Une j'ai grandi dans les ateliers, hein. Ouais. Donc les artisans dans la Être bijouterie, minutieux, voilà, être- répéter ouais. le geste, de Ouais. souder, d'arranger. Il y a toute une sagesse, il y a toute une philosophie dans Ouais. l'artisanat. Ouais. Mon grand-père maternel était imprimeur, c'est aussi Ouais. un autre monde. Ouais. Et là, je suis dans la couture, donc ça se ressemble. Hein, vous savez, qu'on soit dinandier, faire des souliers, c'est-à-dire chausseur ou bijoutier ou imprimeur, c'est le même mode. C'est un process où il y a répétition. Ouais. On ne doit pas se tromper dans la répétition, Ouais. qui est très difficile. Ouais. Répéter, Ouais. toujours Le le même geste. Fordisme. Voilà.
c'est pas vraiment la même chose. Non, Parce mais que le faut forcing, rigoler. on est plus dans la division des tâches et il y a une aliénation. Alors que l'artisan, justement, il est heureux parce qu'il voit l'œuvre se finaliser. Par ses mains. Ouais. C'est très différent. Moi, je suis vraiment tout sauf dans l'industrialisation. Ouais. C'est vraiment l'opposé. Ouais. Et je ne sais pas faire. Ouais. Je ne sais pas faire de l'industrialisation. Vraiment, c'est pas mon milieu. Ouais. Je sais pas. Les machines, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, tant mieux. Parce que vu l'époque d'aujourd'hui, les machines, on les voit aujourd'hui, c'est Matrix. Je veux dire, on les voit. Je l'ai revu il y a 3 ou 4 jours, Matrix. Eh ben, c'est d'actualité. Je veux dire, il y a une peur de cette matrice. Est-ce qu'on est dans la matrice? Est-ce qu'on existe? Est-ce qu'elles vont nous attaquer? L'intelligence artificielle? Alors moi, j'aime bien les choses bien concrètes parce qu'il y a de l'émotion. Jusqu'à preuve du contraire, une machine n'a pas d'émotion. Il y a une émotion. Quand on regarde une œuvre, quand je fais un défilé en Azerbaïdjan récemment, au mois de novembre, et que je fais, donc ce sont les tenues des corsaires, inspiration des corsaires, et je mets Yarraïh parce que je voulais que ce soit du Chabi, parce que les corsaires, Alger, la mer, le Bastion 23, la Casbah, Bebloued, je voulais Chabi. L'émotion que je ressens à ce moment-là, aucune machine ne peut la ressentir. Bien sûr. Je suis à 7 heures de vol d'ici, des gens qui connaissent presque pas l'Algérie. Ils ont entendu Yarraïh parce que Rachida a fait fureur partout, mais ils savent pas, peut-être que c'est algérien. Et moi, je leur dis, voilà, c'est algérien. Et il y a le Kereko. L'émotion que je ressens, elle est indescriptible. Et du coup, c'est quoi les choses qui t'émeuvent, toi, en tant que personne? L'amour, je pense. L'amour, c'est la chose la plus émouvante. Quelle qu'elle soit, la forme de l'amour. Ça peut être d'une mère avec son enfant, entre un couple, amical, des grands-parents, un peuple entre lui. Je veux dire, comme le Hirak. Les gens qui s'adorent dans la rue, ils ne se connaissent pas, ils sont heureux d'être ensemble. L'amour de la patrie. L'amour de Dieu. C'est-à-dire quand on a une foi très forte et qu'on réalise la puissance de la création divine. D'ailleurs, quand on est dans la force de la foi de la création divine, on aime tout le monde. On ne peut pas ne pas aimer la création divine, on ne peut pas ne pas aimer les animaux, on ne peut pas ne pas aimer les peuples, même s'ils ne sont pas de la même religion. Je suis désolée, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça. C'est trop belle. Je pense que c'est l'amour. Et je pense sincèrement que l'Algérien manque d'amour. Oui, bien sûr. Et parce que je les vois. Par exemple, je vais dans n'importe quel quartier, je vais me garer, le gars du parking, il vient. Si je lui parle gentiment, quel que soit le quartier, il suffit que je lui dise 2 mots gentils. Ça devient un marshmallow. Vraiment. Yahouya, ربي يسجيك تهلا لينا تهلا جوج كلمات يعني حلوات كما يقولوا لك بلاتي احسن. Ils deviennent des marshmallows. Alors que quand tu l'entends parler, c'est le pire macho qui soit au monde. Il suffit juste un peu de tendresse, un peu de gentillesse, de bienveillance. On revient toujours à la bienveillance. Juste que les mettre حلوات, ça suffit. Et ça marche. C'est pas la peine toujours l'agressivité, le qlaq. Donc je pense que l'Algérien manque d'amour. Il a peur de parler d'amour. Pour lui, c'est bizarre. C'est un signe de faiblesse. Non, je suis désolée. Asma al-Husna, on a al-Wadoud. Al-Wadoud, c'est mawadda, c'est l'affection. Donc, Dieu est amour. Je suis désolée. Si vous voulez vraiment croire en Dieu et que vous voulez pratiquer la religion de Dieu, aimez-vous. Voilà. Tout simplement. Mais même sans la pratiquer, aimez-vous. Non, voilà. Non, mais c'est-à-dire ceux qui cherchent à la pratiquer de manière rigoriste, d'abord, aimez-vous. Aimez-vous. D'abord, voilà. Chacun pratique à sa façon. De toute façon, l'histoire de la religion, c'est vraiment une histoire intime. Oui, c'est vraiment personnel. Moi, c'est-à-dire que j'essaie de fédérer, encore une fois, ceux qui pratiquent de manière très rigoriste et ceux qui ne pratiquent pas. Mais on est tous là, on peut s'aimer juste par l'amour. Je ne sais pas si tu sais, mais la chanson de Elf Leila ou Leila de Keltoum a fait convertir des gens vers l'islam. C'est une chanson de Elf Leila ou Leila qui parle de mahabba. Elle a fait convertir, le premier c'était Depardieu. Il s'était converti à l'islam parce qu'il avait écouté Elf Leila ou Leila de Keltoum, que je conseille à tout le monde d'écouter. Ça dure très longtemps, 45 minutes, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Je pose les 2 dernières questions qui sont un peu les rituels de Meshahou. La première, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshahou?
Alors, il y a une personne que je respecte énormément, que je trouve sur le plan intellectuel, une lumière, et sur le plan du caractère, d'une humilité unique. Et à chaque fois, il me dit tu en fais trop, etc. Non, moi, j'en fais pas trop. C'est Samir Toumi, celui qui a écrit Alger le cri. C'est mon patron, mon ancien patron. Ah, ouais, voilà. Et ben voilà. Il fait partie de ma liste. Eh ben voilà. Samir Toumi. Alors, deuxième personne, tu m'as dit 2 personnes. Oui, autant que tu veux, 2, 3. Autant que je veux, ok. Ouais, on va partir sur 3. J'ai un ami, je ne sais pas s'il acceptera, mais lui aussi, il a beaucoup à dire. C'est une lumière aussi. Il est psychiatre. Il s'appelle Omar Khatib. C'est mon ami d'enfance. Il est psychiatre. Mais c'est une bibliothèque vivante. Tu me mettras en relation ? Oui. J'espère qu'il acceptera. Oui, j'aimerais bien. J'espère. Tu vois, pour une féministe, là, je suis à 2 hommes. Hein. Tu sais que tu m'as enlevé le truc de la bouche. J'allais dire, bon, une femme maintenant ? Oui, mais bon, justement. Non, t'es pas obligée, voilà, parce que c'est ça. Je suis pas pour le féminisme féministe excessif. Oui, et puis sexiste. Extrémiste, sexiste, voilà. Non, bien sûr. Je suis pas d'accord. Oui, on est tout complémentaires, voilà. Je suis désolée, c'est les deux seules personnes qui me viennent en tête. Voilà. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi, Meshahou ? Meshahou, ce sont des chuchotements qu'on doit écouter dans le noir pour voyager, pour voyager dans le temps et dans l'espace et s'octroyer une parenthèse. Voilà. Merci Faiza. Avec grand plaisir. À bientôt. C'est magnifique en tous les cas, cette expérience. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter sa Meshahou. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahou, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahou en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahou et à très bientôt.